Quand ce type arrive pour la première fois sur le terrain d'entraînement, il tranche un mannequin en bois avec facilité. Chacun de ses mouvements est précis et rapide. En guise de coup de grâce, il infuse du mana dans son épée et détruit complètement le mannequin en 3 coups. Lucian pense avoir impressionné son maître avec ça, mais le maître d'armes aisant se contente de rire et dit que ses mouvements sont absolument pathétiques. Notre garçon est abasourdi. Il a un corps unique, ce qui en fait le réceptacle idéal pour le mana. Il peut pousser son efficacité en mana à la limite absolue et devenir le plus grand épéiste du monde entier, et pourtant son maître d'escrime le traite de pathétique. Il s'avère que notre garçon a 2 problèmes. Il manie son épée comme un mercenaire, et il met trop de temps à l'infuser de mana. Même un corps aussi talentueux n'est pas omnipotent. Un utilisateur de mana expérimenté le détruirait facilement dans un combat. Alors Aizen lui montre à quoi ressemble une véritable maîtrise de l'épée et réduit le mannequin en bois en poussière d'un seul coup. Après ça, il dit à Lucian de s'entraîner sans relâche s'il veut atteindre le même niveau. Quelques jours d'entraînement passent, et Lucian a enfin l'occasion de s'entraîner avec Aizen. Il attaque de toutes ses forces, mais le maître d'armes dévie tout d'une seule main. Lucian essaie différents mouvements de toutes les directions, mais rien ne fonctionne. Aizen bloque tout avec facilité. Même un coup puissant venant d'Enno échoue, et Lucian est projeté en arrière. C'est alors que Aizen s'avance pour attaquer avec une épée chargée de mana. Si Lucian ne parvient pas à le bloquer, il est condamné, alors il charge aussi sa propre épée. Leurs lames s'entrechoquent dans une explosion de mana. Lucian parvient à contrer l'attaque et même à repousser l'épée d'Aizen. Le maître d'armes est choqué. Il n'a jamais ressenti un mana aussi puissant auparavant. Les progrès que ce gamin a fait en quelques jours seulement sont incroyables. Quand leur entraînement se termine, tout le terrain d'entraînement est dévasté, amenant les serviteurs à se demander quel genre d'entraînement ils suivaient. Lucian est assis non loin, regardant ses mains tremblantes et son épée de bois brisée, et il ne regrette qu'une seule chose. S'il avait reçu le même entraînement et le même maître dans sa vie passée de mercenaire, il ne serait pas mort si misérablement sans même avoir une chance. Un mercenaire qui ne meurt pas est de 3e ordre. C'est ce qu'on leur dit, en tout cas. Les mercenaires sont grassement payés parce qu'on attend d'eux qu'ils se sacrifient pour leur maître. C'est la même connerie que tous les soudards entendent. Aux yeux de Jake, tous les nobles sont faits du même bois. Quand ils sont désespérés, ils ouvrent leurs coffres, promettent des terres, chuchotent des titres. Quand tout s'écroule, ils changent de discours. Soudain, ce ne sont que des excuses, des reproches et une fausse droiture. Jake a entendu beaucoup de choses inadmissibles de la part de gamins de haute naissance, mais rien n'est comparable à ce qu'on lui demande de faire maintenant. L'ordre final du commandant en chef de noble naissance est un suicide, pur et simple. En tant que capitaine des mercenaires du Croc, Jake ne peut s'empêcher de rire. On attend d'un mercenaire merdique comme lui qu'il meure avec l'honneur d'un chevalier chargé d'une soi-disant mission finale. L'armée a été réduite en miettes. La ville brûle. Le château s'effondre. Les lames des rebelles sont déjà à la gorge de la famille Crawford, et il n'y a nulle part où fuir. Jake est prêt à limiter les dégâts et à disparaître. Si même le commandant le plus talentueux de l'Empire a abandonné, à quoi bon? C'est dommage que le seul noble décent que Jake ait jamais rencontré en soit réduit à ça. Le plan est simple. Quand les rebelles lanceront leur assaut final demain, Jake et ses hommes devront se tenir aux côtés du commandant et tenir la ligne jusqu'à ce que les Crawford s'échappent. Si cela échoue, Jake est autorisé à fuir une fois que le commandant sera mort. Le paiement se présente sous la forme d'une pierre précieuse, de quoi financer les mercenaires du Croc pendant 3 ans. Jake refuse. Ce n'est pas parce qu'il sourit beaucoup qu'il est un idiot. Cet ordre transforme ces hommes en boucliers humains destinés à faire gagner quelques secondes à leur maître. Tout le monde sait que les rebelles n'auront aucune pitié pour les mercenaires du Croc. Le commandant insiste sur le contraire, mais c'est un mensonge qui ne tiendra pas. Pour les rebelles, Jake et ses hommes sont des ennemis jurés. Au cours de la guerre, ils ont fait bien des choses pour mériter cette haine. Ils se sont déguisés en cadavres, ont attendu parmi les morts, puis se sont relevés pour égorger par derrière. L'honneur n'a jamais compté, seuls les résultats. Jake a tué d'innombrables commandants de cette manière. C'est la seule raison pour laquelle les Crawford ont survécu aussi longtemps. Les rebelles veulent probablement plus la tête de Jake que celle du seigneur Crawford. Le commandant le sait. C'est pourquoi Jake et ses hommes sont un appât si parfait. Quand Jake refuse d'obéir, le commandant menace de le tuer et de prendre le contrôle des mercenaires par la force. Face à la lame du chevalier le plus doué de l'Empire, Jake se prépare à combattre. Alors voilà à quoi ressemble l'homme le plus honorable de l'Empire maintenant. Aucune excuse ne pourrait le justifier. Curieusement, cela convient parfaitement à Jake. C'est plus facile de tuer une ordure qu'un homme honorable. Il n'y a pas d'arrière-goût amer. Sa meilleure option est d'offrir la tête du commandant aux rebelles et de s'enfuir, mais il sait que c'est inutile. Cet homme a déjà préparé des contre-mesures pour ça. Peut-être que les rebelles accepteraient 2 têtes de niveau commandant en échange de la liberté des mercenaires du Croc. Jake est prêt à offrir sa propre vie. Il a entraîné ses garçons dans la guerre par ambition égoïste. Ils sont sortis du caniveau ensemble, poursuivant un rêve. Ils lui ont fait confiance et l'ont suivi à travers l'enfer. Pour cela, il emporte la responsabilité car il est leur capitaine, et c'est ce que fait un capitaine. En entendant cela, le commandant se souvient de ce que le leadership signifie vraiment. La honte l'envahit. Dans une autre vie, il aurait volontiers servi quelqu'un comme Jake plutôt que les Crawford. Il n'y a plus de temps. Jake attaque. Le commandant ne bouge pas. Il demande à Jake de ne jamais lui pardonner,
puis il l'abat. Le fossé entre eux est écrasant. La tête de Jake est tranchée en un instant. On ne peut pas défier cette chose misérable qu'on appelle le talent. Il espère que ce sera suffisant. Ces hommes ont reçu l'ordre de fuir s'ils ne revenaient pas. Il a vécu par l'épée. Mourir par elle semble approprié. Alors que ses pensées s'estompent, une question persiste. S'il était né avec les mêmes opportunités qu'un noble, jusqu'où aurait-il pu grimper? Puis il n'y eut rien jusqu'à ce que la conscience revienne. Jake ouvre ses sens aux supplications frénétiques d'un garçon. Avant qu'il ne puisse comprendre, une main lourde le gifle sur la joue, le réveillant complètement. Un garçon se tient au-dessus de lui, pleurant de vraies larmes et l'appelant Maître Lucian. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas du tout ici. Tout d'abord, son corps balafré, expérimenté et usé comme un vieux chiffon avait disparu. À la place se trouvait la silhouette d'un jeune maître, si impeccable et fraîche qu'elle sentait l'herbe fraîche. Deuxièmement, qui diable était ce morveux qui lui giflait la joue en hurlant à plein poumon? Le garçon pensait qu'il était décédé. Le cœur du garçon ne pouvait pas le supporter. En tant que serviteur personnel, il aurait été exécuté et enterré à côté de son maître. Surtout, ce serait une immense tragédie pour la famille. Jake ne comprenait rien à ce que le gars racontait. Jeune maître, serviteur personnel, famille, rien de tout cela n'avait à voir avec sa vie. La dernière chose dont il se souvient était sa mort sanglante. Comment diable sa tête était-elle encore attachée? Son cerveau tourna à plein régime, évaluant la situation et scrutant les environs. Il en conclut que d'une manière ou d'une autre, il était entré dans le corps d'un parfait inconnu. Il se trouvait que cet inconnu était un beau garçon au visage ravageur. Il ne pouvait s'empêcher de s'admirer devant le miroir. Rien que par son apparence parfaite, il dégageait des ondes de noblesse. Le décor suggère qu'il appartient aux descendants d'une maison qui pue l'argent. Ayant besoin de plus d'informations, il fouilla dans des souvenirs étrangers et se rappela le nom de son serviteur, Hans. Pour commencer, il demanda à Hans en quelle année ils étaient. Le garçon répondit que c'était l'année impériale d'Auguste, exactement 15 ans avant la mort de Jake. Il est retourné dans le passé. Pour ne pas éveiller les soupçons, il se fit la promesse de ne pas être surpris par chaque nouvelle information. D'abord, il doit faire ce qui doit être fait. Pour sa question suivante, il demanda à Hans s'il voulait mourir. En entendant cela, le garçon faillit souiller son pantalon. Comment un simple serviteur osait-il toucher le corps inconscient de son maître sans permission? D'un ton menaçant, il demanda au garçon de lui rappeler qui il était. Avec une profonde révérence, Hans s'excusa d'avoir commis une telle impolitesse envers le jeune maître Lucian Waldeck, troisième fils de la grande maison Waldeck. Lucian reconnut instantanément le nom noble. La famille Waldeck est un pilier qui a soutenu l'Empire tout au long de sa longue histoire, un clan prestigieux historiquement positionné comme les plus proches conseillers de l'empereur. Ils se vantent d'un pouvoir égal à celui de la famille impériale elle-même. 15 ans plus tôt, le jeune Jake travaillait comme garde pour ce même domaine. Au lieu de retourner à son ancien travail, il s'est réincarné en tant que troisième fils du grand-duc. Toute sa vie, il a été forcé d'endurer toutes les humiliations imaginables pour de l'argent à cause de son statut de roturier. Maintenant, une opportunité en or lui est offerte sur un plateau. Peut-être que le destin attend de lui qu'il trouve la réponse à la question qu'il se posait en mourant. Si c'est ce que les dieux veulent, ils ont intérêt à ouvrir grand les yeux et à regarder. Pour la première fois, il sentit la chaleur du soleil en tant que Lucian Waldeck. Il montrera aux puissances en place jusqu'où il peut grimper et comment il vivra. Lucian enfila des vêtements somptueux et sortit de sa chambre. Il avait visité toutes sortes d'endroits à l'époque où il était mercenaire, mais aucun ne pouvait se comparer au grand-duché de Waldeck en termes de splendeur. Il devra s'habituer à toutes ces choses brillantes le plus vite possible. Il remarqua que depuis tout à l'heure, tous les serviteurs le regardaient bizarrement, chuchotant entre eux. Il avait l'impression d'être entouré d'ennemis. Selon Hans, c'était tout à fait normal. Après tout, il avait vécu reclus jusqu'à présent. Il était enfermé dans cette chambre depuis déjà 1 an et 2 mois. Cela lui paraissait fou qu'un jeune noble qui peut avoir tout ce qu'il veut se retire du monde. L'esprit d'un noble est un mystère pour lui. Agir comme l'un d'eux serait presque impossible. En ce lieu réside le puissant géant qui a protégé l'Empire, le grand-duc Sigmund Waldeck. Cet homme n'est pas du genre à rester les bras croisés et à regarder son fils pourrir au lit pendant plus d'1 an. Soit ce Lucian est un enfant à problèmes abandonné par la famille, soit une circonstance particulière fait que le grand-duc détourne le regard. Il serait préférable d'éviter de rencontrer son père pendant un certain temps, mais cela risque d'être un peu difficile maintenant. Le majordome en chef Edwin est venu saluer personnellement le jeune maître. Ce monsieur est entré au château comme otage d'une famille ennemie dans son enfance. Il a été reconnu pour ses capacités d'exécution exceptionnelles et est devenu le bras droit du grand-duc Sigmund. De tous, c'est la personne que Lucian doit le plus éviter. Il remarquerait sans aucun doute le comportement de quelqu'un issu des plus bas échelons de la société. Heureusement, Lucian est un reclus depuis plus d'1 an. Dans ce cas, il pourrait tout aussi bien imiter l'humain le plus noble qu'il connaisse, son meurtrier, le commandant. Avec un sourire chaleureux, Lucian remercia Edwin pour son inquiétude et nota son rétablissement significatif. De plus, il était sorti pour s'occuper des affaires familiales qu'il avait négligées en son absence. Le majordome en chef fut momentanément stupéfait par son éloquence. Il était soulagé que le jeune maître n'ait pas changé. Heureusement, la comédie de noble de Lucian semble avoir fonctionné.
Il essaya de se sortir de la situation aussi vite que possible, mais Edwin l'empêcha de prendre congé. En ce moment, le grand-duc souhaite voir son fils. Promptement, Lucian fut conduit au bureau de son père. Le grand-duc Sigmund est un homme très intense. En ce moment, il demande à Lucian pourquoi il est encore en vie. Naturellement, Lucian fut stupéfait par la question déplacée de son soi-disant père. Le duc avait l'intention d'ignorer toutes ses frasques de l'année passée. Il a utilisé la mort de sa mère comme excuse pour renoncer à son devoir de noble, agissant comme un enfant gâté, mais il a finalement franchi la ligne à ne pas franchir. Non content de mettre en scène un simulacre en s'enfermant à l'abri des regards, il a tenté de se faire du mal, traitant sa propre vie à la légère. À bien y penser, l'agitation et les pleurs de Hans plutôt semblaient sincères. Il voulait insister sur le fait qu'il devait y avoir une sorte de malentendu, mais son père en avait assez des excuses. Pour la dernière fois, le grand-duc Sigmund voulait entendre toutes les pensées qu'il avait gardées cachées dans son esprit étroit. Pourquoi utiliserait-il son corps et ses membres faibles pour s'enfoncer des somnifères dans la bouche afin de provoquer un esclandre? Il a travaillé longtemps dans ce grand domaine. Pas étonnant qu'il n'ait spécifiquement aucun souvenir de Lucian. 15 ans plus tôt, alors qu'il n'était qu'un humble garde, le troisième fils de la famille du grand-duc, Lucian Waldeck, a tragiquement connu une mort prématurée. Le grand-duc était connu pour avoir engendré 4 fils avec 4 mères différentes. L'oncle s'amusait juste à semer sa graine à tout vent. Jake a travaillé pour la prestigieuse famille pendant 10 ans et a naturellement croisé les jeunes seigneurs et leur mère à de multiples occasions, mais il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Lucian ou sa mère en personne. Dame Waldeck est morte d'une grave maladie très tôt, et son fils a fini par suivre pour une raison inconnue. À l'époque, Jake le garde a supposé que la mère et le fils avaient simplement tiré le mauvais numéro, maladif et fragile. La véritable cause de la mort de Lucius a dû être étouffée. Compte tenu du décès de sa mère, de sa position instable au sein de la famille et d'une myriade d'autres raisons déprimantes, le fardeau a dû devenir trop lourd pour le jeune homme. Il a finalement choisi d'ingérer des somnifères, juste en dessous de la dose létale. En vérité, il essayait juste d'attirer un peu l'attention de son père. C'était un appel à l'aide. Cependant, il n'a pas tenu compte des dommages que sa réclusion d'1 an a causé à sa constitution fragile. Incapable de supporter les effets du médicament, Lucius Waldeck a accidentellement rendu son dernier souffle. Le nouveau Lucius doit se sortir de ce sujet délicat. Le duc semble un peu cruel envers un fils négligé qu'il n'a pas vu depuis 1 an, et la réprimande paraissait un peu dure. Peu importe à quel point Sigmund se montre stoïque, il reste un père. Ses entrailles doivent être en ébullition, mais ce n'est pas le moment de se préoccuper des sentiments des autres. Lucius est sur le point de tomber de la falaise de la noblesse. Il pourrait ne pas avoir d'autre chance de se racheter s'il dit ce qu'il ne faut pas. Quand le duc donne un ultimatum final, vous pouvez être sûr qu'il ira jusqu'au bout. Lucius pouvait presque entendre son avenir doré promis se fissurer. S'il ne donne pas au grand-duc une réponse satisfaisante à ses actions, il sera envoyé au minimum comme prêtre dans un monastère isolé. Il n'est pas encore prêt à dire adieu au monde séculier. Le pire des cas serait d'être traîné dans un territoire hostile du Nord, subissant le froid glacial des champs de neige et l'appétit des bêtes affamées pour le reste de sa vie. Il est à peine à quelques heures de se faire trancher la gorge et de recommencer une nouvelle vie, et pourtant le premier vrai dilemme a déjà montré son affreux visage. Lucius a refusé de laisser une affaire de famille compliquée ruiner sa précieuse seconde chance, alors il a parlé comme son père le lui avait ordonné. D'abord, il a présenté des excuses sincères pour avoir sali le nom des Waldeck par sa bêtise et avoir causé une grande inquiétude à tout le monde, en particulier à son père. Il a reconnu sa faute et a promis d'accepter volontiers toute punition que le grand-duc lui infligerait, mais cela ne suffira pas à émouvoir l'un des hommes les plus puissants de l'Empire. Au lieu de jouer sur la corde sensible paternelle de son père, il a exhorté le duc à se réjouir de tout son cœur. Ce qui s'est passé dans le passé est irréversible. Au lieu de lier sa vie, sauvée du bord de la mort, au passé, il a l'intention de vivre assidûment pour le brillant avenir qui l'attend. Sa posture, sa conviction et sa confiance ont vraiment donné du poids à ses paroles. Au lieu d'un sermon, il a imploré l'homme devant lui, non pas en tant que grand-duc, mais en tant que père, de lui offrir un mot d'encouragement. Lucius croit qu'un enfant qui a tort doit se repentir sincèrement devant ses parents et que les parents doivent volontiers accueillir un tel enfant. N'est-ce pas là le devoir qui convient entre père et fils liés par les lois du ciel? Le majordome en chef Edwin fut très étonné par l'éloquence du discours du jeune maître. Il a senti le changement radical dans l'aura et l'atmosphère du garçon. Lucius agissait et parlait d'une manière très différente du gamin chétif qui se recroquevillait toujours. Le jeune homme en face de lui était une personne entièrement différente. Après avoir réfléchi à ce que le garçon venait de déballer, le duc Sigmund n'a pas apprécié qu'on lui fasse la leçon sur les devoirs d'un parent. Malgré tout, un sourire bref et léger pouvait se voir sur son visage. Écouter son garçon lui a fait réaliser qu'il avait vécu assez longtemps pour vraiment tout voir. En entendant la voix sévère de son père s'adoucir, ne serait-ce qu'un peu, Lucius soupira intérieurement de soulagement. Comme il s'y attendait, au lieu de s'incliner et de se recroqueviller maladroitement, affronter son père avec audace était la bonne décision. Plutôt qu'un rat qui marche constamment sur des œufs, le grand-duc apprécie l'esprit d'un chien sauvage qui s'est attaqué de manière décisive. Sa décennie de service auprès de Sigmund Waldeck s'avère utile maintenant. Le duc ne s'attendait pas à entendre son fils le plus fragile être aussi effronté après être revenu d'entre les morts.
Puisque Lucius avait lui-même mentionné la diligence, Sigmund interrogea son troisième fils sur ses projets futurs. Choisissant ses mots avec soin, Lucius répondit que la première étape serait avant tout de réparer son corps brisé. Après cela, l'image du combattant le plus talentueux avec qui il ait jamais fait équipe et combattu lui traversa l'esprit. Une fois que son corps sera de nouveau en bonne santé, il a l'intention d'apprendre l'épée correctement et de prendre cela au sérieux cette fois-ci. Il estimait que manger et dormir assidûment finirait par restaurer sa vitalité, et que tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Le froncement de sourcils sur le visage du duc s'effaça. Il fut impressionné par la rhétorique étonnamment habile de son fils. Que tout ce que Lucius a dit ne soit que des paroles en l'air ou non, le temps le dira. Pour le mettre sur la voie, le duc Sigmund autorisa le majordome en chef Edwin à donner au garçon quelque chose qui devrait l'aider. Plutôt que quelques mots qui n'auront pas d'écho pour le moment, tendre la main à un reclus repenti serait plus utile. Edwin accepta ses ordres et estima que le processus ne prendrait pas longtemps. Lucius était le seul dans la pièce qui n'avait aucune idée de ce dont les vieux schnocks parlaient. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre à quoi ressemblait le coup de main de son père. Plusieurs calèches s'arrêtèrent devant le château et déchargèrent leurs lourdes cargaisons. Des aides portèrent d'innombrables coffres en bois et les alignèrent devant le domaine. À l'intérieur de chacun de ces coffres se trouvaient des richesses insondables, allant des pièces d'or aux bijoux précieux. Lucius n'avait jamais vu de ressources aussi abondantes, même lorsqu'il travaillait comme mercenaire. Est-ce cela que signifie être un haut noble? On lui accorda une allocation extrêmement importante sans qu'il n'ait rien à faire. Tout ce trésor n'était que pour un seul mois. Avec des pièces d'or plein les poches, cela vaut peut-être la peine d'investir dans quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui pourrait transformer son corps affaibli. Il s'imagine déjà frimer et écraser tout le monde dans l'Empire. Tout ce qu'il a à faire est de fabriquer un élixir très spécial. Après avoir rencontré et parlé avec son troisième fils, le grand-duc Sigmund ressentit le besoin de se promener dans son jardin immaculé. Edwin le suivit pendant qu'il rassemblait ses pensées. Selon le majordome en chef, c'est l'endroit que la défunte grande-duchesse, la mère de Luciane, chérissait ardemment avant de mourir. Le duc n'avait pas visité cet endroit nostalgique depuis un moment. Il est évident pourquoi il a choisi aujourd'hui pour changer cela. Le changement soudain du jeune maître Lucian a dû rappeler à Sigmund les jours passés. Même si le garçon a perdu la faveur de son père pendant un moment, le duc a toujours un faible pour lui. Il est après tout l'enfant de la grande-duchesse que le grand-duc chérissait le plus. En arrivant au milieu du magnifique jardin, Sigmund fit une remarque sur combien son fils était devenu pathétique. Le garçon passait son temps à regarder partout avec crainte, comme s'il avait peur de tout ce qui l'entourait. Il se plaignait comme un chien battu si Sigmund élevait la voix, ne serait-ce qu'un peu. L'attitude de Lucian était devenue si différente de celle de la défunte duchesse. Sigmund avait presque perdu espoir en lui. Il avait pensé que la seule ressemblance que Lucian partageait avec sa mère était son apparence, mais l'opinion de Sigmund sur le garçon a changé pour la toute première fois aujourd'hui. L'idée qu'il ait pu se tromper lui est venue après cette rencontre. Edwin a dû voir le changement radical lui aussi. Au lieu de se recroqueviller, cet enfant a regardé son père droit dans les yeux et a courageusement exprimé son opinion. Il n'a pas fléchi sous la pression et a montré une détermination sans faille. Il savait depuis le début que Lucian avait un cœur tendre. Peut-être qu'il a juste éclos un peu plus tard que ses frères. Après tout, il a hérité du sang du grand-duc. Malgré tout, Sigmund reste prudent et ne veut pas trop espérer. À partir de maintenant, il confiera à Lucian des tâches qui ne pourront jamais être résolues avec seulement quelques mots éloquents. À ce propos, Edwin a soulevé un problème qui pourrait survenir. Ils ont repris le versement des fonds de soutien dans la poche de Lucian. Ce fait avait déjà fuité à l'extérieur. Après enquête, Edwin découvrit que le deuxième jeune maître, Jordi Valdec, était impliqué. De plus, Jordi avait déjà agi. Il a renvoyé la femme de chambre en chef de Lucian et a placé sa propre associée à ce poste de pouvoir, montrant son intention flagrante de garder son petit frère sous contrôle. Sigmund comprend que son deuxième fils nourrit de profonds ressentiments envers le plus jeune pour des raisons maternelles, mais sa persistance est inquiétante. Edwin proposa d'intervenir, mais le grand-duc l'empêcha de prêter main forte, même si cela pouvait être trop dur pour quelqu'un qui venait à peine de faire ses premiers pas. Les actions malveillantes de Jordi ne sont que de mesquines ruses qui n'auraient pas fonctionné si Lucian avait géré son entourage correctement plus tôt. Ils peuvent simplement considérer cela comme le prix que le troisième doit payer pour ne pas avoir repris ses esprits plus rapidement. Sigmund veut voir comment son enfant gérerait un problème comme celui-ci pour le moment. Si Lucian échoue, alors ce sera de sa faute. Le sang de la famille Valdec est la clé, mais l'ouverture de la porte doit toujours se faire par sa propre force. C'est la voix du lion. Quelques jours plus tard, Lucian s'était de nouveau enfermé dans sa chambre, avec Hans montant la garde à la porte, ce qui suscita des ragots inquiétants parmi son personnel. Cela fait 3 jours que les fonds de soutien interrompus ont recommencé à affluer. Quand ces coffres empilés sont arrivés, Hans ne croyait pas ses yeux. Le jeune maître attribua l'afflux d'or au fait que la discussion avec le grand-duc s'était bien passée. Compte tenu de la relation ternie entre le père et le fils, Hans pouvait deviner que cela n'avait pas dû être facile du tout pour le jeune maître. Le serviteur personnel ne pouvait être plus fier de voir son maître aller de l'avant au lieu de se morfondre dans la tristesse. À l'insu de Hans, l'esprit de Lucian était en ébullition face aux possibilités que tant de richesses pouvaient débloquer. Avec une telle abondance de ressources,
il pourrait en avoir juste assez pour transformer complètement son corps affaibli. La forme physique idéale est à sa portée s'il parvient à synthétiser cet élixir. Il ne lui a fallu que 3 jours pour dilapider le fond de soutien, transformant sa chambre en un laboratoire de drogue miteux. Il a travaillé sans relâche pour perfectionner sa méthodologie. Hans doit être mort de curiosité maintenant, mais le voir bien garder la porte sans remettre ses ordres en question est un exemple de loyauté. Sur l'établi de Lucian se trouvaient des outils de brassage qu'un fils de grand-duc n'aurait jamais touché de sa vie. Tout autour de lui se trouvaient des caisses d'herbes absurdement chères qui ne poussent qu'au clair de lune. L'usage courant de ces rares herbes du clair de lune n'a même pas encore été découvert à cette époque. Lucian a dilapidé toute son allocation mensuelle pour en acheter autant qu'il le pouvait. Pour tout le monde, Lucian doit avoir l'air d'un fou en ce moment. Mais dans un an, cette décision portera ses fruits. Le prix de l'herbe du clair de lune serait multiplié par 10. Non, plus de 20 fois. En gros, il achète des bitcoins en forme de fleurs en 2010. Maintenant qu'il s'efforce d'extraire la valeur de cette herbe miracle par lui-même, il éprouve un nouveau respect pour l'audace de la guilde des alchimistes. Lorsqu'ils ont commencé à expérimenter avec les herbes du clair de lune, le succès devait être incertain, mais ils ont quand même tenté leur chance et ont raflé toutes les herbes du clair de lune de l'Empire. Ils ont fait le pari de leur vie, avec le destin de la guilde en jeu. Grâce à cette audace, les alchimistes allaient créer un élixir sans précédent qui secoua l'Empire jusqu'à ses fondations. Les gens appelaient cette drogue miracle la boisson des dieux, le nectar. En raison de l'arrogance d'associer Dieu à une simple drogue, la guilde des alchimistes a risqué des accusations de blasphème de la part de l'Église. Mais une fois l'efficacité du nectar connue du public, tout le monde était trop occupé à essayer d'en obtenir que les accusations de blasphème furent oubliées. Après 3 jours de travail acharné avec son matériel d'alchimie, Lucian a finalement concocté une fournée réussie. Le nectar remettait en question une proposition qui n'avait jamais été démentie depuis plus de 1000 ans. Le niveau qu'un artiste martial peut atteindre est censé être déterminé au moment de sa naissance. Pendant très longtemps, cette limite était considérée comme une loi absolue que personne ne pouvait défier. La nature innée était censée être prédéterminée, et la constitution d'une personne ne pouvait jamais être changée. Le bon sens établi fut rapidement réduit en miettes grâce au nectar. En buvant une seule fiole, il peut transformer ceux qui n'ont aucun talent en un guerrier capable. Celui qui l'a concocté à la hâte dans sa chambre n'atteint pas l'efficacité de l'original. Après tout, il n'est pas un véritable alchimiste. Il ne sait fabriquer que la version produite en masse, mais cette fiole devrait être plus que suffisante pour réparer son corps gravement brisé en ce moment. Il a eu de la chance d'avoir été renvoyé dans le temps pour que cela soit possible. Plus tard, lorsque l'ère du chaos éclata dans tout l'Empire, la première chose qui brûla fut la guilde des alchimistes. Les autorités ont jugé que la recette du nectar était une force déstabilisatrice qui menaçait l'équilibre du pouvoir. Les hommes assis sur leur trône ont tout fait pour effacer la recette originale de l'histoire. Cependant, certaines personnes ont réussi à rassembler suffisamment d'indices pour bricoler quelque chose de similaire. L'une de ces personnes était Jake le mercenaire. La plupart de ceux qui ont essayé d'expérimenter avec l'herbe du clair de lune sont morts de ses effets secondaires, mais lui a réussi. Sans hésitation, Lucian ouvrit la fiole de nectar fraîchement préparée et en avala le contenu. Ce faisant, il était devenu le premier humain à transformer le pouvoir de la nature en le sien. Selon la réussite du processus de circulation, il pourrait exploiter l'afflux de mana se propageant dans son corps pour évoluer. La qualité et la puissance que l'on peut en tirer diffèrent radicalement d'une personne à l'autre. Empruntant le pouvoir miraculeux du nectar, il commença à élargir de force les voies bloquées à l'intérieur de son corps. Lucian pensait que les effets de la drogue cesseraient une fois ces voies ouvertes, mais il avait tort. Normalement, on devrait ressentir une douleur atroce en raison de l'intensité du processus, pourtant il se sentait parfaitement bien. Au contraire, une abondance de mana se propage sans entrave dans tout son corps, semblant trouver et s'installer à sa juste place. Même le corps d'un nouveau-né contient généralement des impuretés qui bloqueraient la circulation à un moment donné. Est-il possible que Lucian Valdek appartienne intrinsèquement au royaume des génies naturellement doués? Alors que le soleil commençait à se coucher, on pouvait entendre les allées et venues nerveuses de Hans devant la chambre de Lucian. Finalement, la porte qui était restée fermée à clé ces derniers jours s'entr'ouvrit. Le jeune maître sortit enfin de sa réclusion et demanda à Hans s'il s'était passé quelque chose pendant qu'il était enfermé. Comme d'habitude, le serviteur pleurnichard courut vers son maître en détresse. Hans a essayé à plusieurs reprises d'appeler le jeune maître, mais il n'a jamais reçu de réponse. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de garder la porte jour et nuit. Il était terrifié qu'il soit arrivé quelque chose ou que Lucian soit redevenu un reclus, mais rien n'était plus éloigné de la vérité. Les yeux du jeune maître sont devenus plus perçants que jamais. Étant celui qui le connaît le mieux, Hans pouvait dire que quelque chose avait définitivement changé. Lucian donnait l'impression d'être une autre personne. De l'extérieur, il n'y aura pas encore de grands changements. Sous ses vêtements chics, il n'est encore qu'un gamin décharné, n'ayant que la peau sur les os. Une bonne alimentation et du temps sont encore nécessaires pour y remédier. Ce qui compte vraiment, c'est le changement intérieur. Actuellement, son cœur déborde et pompe le mana le plus pur. Intérieurement, il subit des changements à un rythme rapide. La constitution naturelle de Lucian a rendu ce résultat possible. Sentant l'effet sans entrave du nectar,
il est devenu certain que le potentiel de son corps le place dans la même catégorie que les figures légendaires qui ont changé le monde. Si tout se passe bien, il pourrait même dépasser son apogée en tant que capitaine mercenaire en moins d'1 an. Comme Hans l'a énormément aidé ces derniers jours, il se sent en quelque sorte redevable envers lui. Il croit que la récompense et la punition doivent toujours être claires. Saisissant le garçon par les épaules, il a exhorté Hans à écouter attentivement. Il a conseillé à Hans de vider toutes ses économies jusqu'à son dernier sous-vêtement et de tout miser sur un investissement très lucratif dès le départ. Fais-le. Et Lucian a promis de donner au pauvre serviteur l'argent le plus facile qu'il pourrait jamais gagner. Se sentant comme un saint bienveillant, Lucian a promis d'inclure Hans lorsque l'investissement atteindrait des sommets. Il était tout à fait sérieux. À son époque, il n'y avait aucun noble qui se souciait d'un serviteur comme ça. Une semaine après avoir bu la drogue miracle, Lucian eut envie de se promener dans la paisible forêt voisine. Il sifflotait et fredonnait tout au long de la promenade, tandis que Hans regardait son jeune maître comme s'il était devenu fou. Lucian appréciait simplement ce style de vie paradisiaque. Il n'aurait jamais pensé que la vie pouvait être aussi confortable. Dans le domaine du duc, des repas succulents apparaissaient dès qu'il voulait se régaler comme un roi. Sa chambre était nettoyée et maintenue impeccable sans qu'il ait à lever le petit doigt. Les servantes préparaient même son lit sans qu'on le leur demande. Quand il n'était qu'un humble mercenaire, avoir faim faisait partie de sa routine quotidienne. Grâce aux commodités de la noblesse, il a pu se concentrer entièrement sur la récupération de son corps. Il a également réglé un problème qui le tracassait depuis la semaine dernière. Il a fait des recherches sur l'existence de Jack qui était censé être employé comme garde de la maison Waldeck à cette époque. Après vérification auprès du capitaine actuel des gardes, il a découvert que personne ne ressemblant même de loin à un homme nommé Jack n'avait jamais postulé. Le poste qu'il a occupé pendant une décennie est maintenant tenu par un autre type qu'il n'a jamais vu auparavant. Pour l'instant, c'est mieux ainsi. Il n'y a rien de bon à gagner à rencontrer son ancien moi. Cela pourrait même servir de distraction. De plus, il n'a pas le courage d'affronter ce qu'il était à l'époque. Il mourrait probablement de honte sur le champ. Une fois arrivés près de leur destination, au cœur de la forêt tranquille, Hans exprima ses doutes quant à la poursuite de leur chemin. Le Lucian du passé a toujours détesté mettre les pieds sur le terrain d'entraînement. Le lui d'aujourd'hui ne s'en soucie pas du tout. Hans rappela à son maître que depuis la dernière fois où Lucian s'était fait gronder par le deuxième jeune maître, il avait juré de ne plus jamais revenir dans cet endroit pourri. À en juger par la réaction de Hans, il est assez facile d'imaginer ce qui s'est passé à l'époque. Pour un enfant noble de la maison du grand-duc, s'entraîner à la voie de l'épée est une exigence de base. Son frère aîné, Jordi, a dû utiliser le terrain d'entraînement comme l'endroit parfait pour le rabaisser sous prétexte d'entraînement à l'épée. Il a semé une terreur pure dans l'esprit du jeune Lucian, s'assurant qu'un rival pour la succession ne remettrait plus jamais les pieds sur le terrain d'entraînement. Il est facile de deviner pourquoi Jordi ferait une chose aussi cruelle, mais il n'y a pas besoin de s'en inquiéter maintenant. Tout ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. Il est temps de surmonter cette peur. Tout ce que Hans a à faire, c'est d'avoir un peu de foi et de suivre son maître de près. Sur le terrain d'entraînement, les chevaliers de Waldeck étaient en effervescence en apprenant que le troisième jeune maître était venu de son plein gré sur leur terre sacrée. Un chevalier moustachu était particulièrement agacé que le gamin de la famille Waldeck ait osé mettre les pieds sur le terrain d'entraînement. Il voit cela comme une opportunité de rappeler au gamin ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a essayé de venir ici. Avant toute chose, il a envoyé quelqu'un pour signaler l'arrivée du troisième fils à l'homme supervisant le terrain. Monsieur Moustache s'assura de bien préparer le terrain avant l'arrivée du patron. En entrant dans l'installation, Lucian vit un endroit au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il y avait une multitude d'armes de rechange organisées sur des râteliers. Pas besoin de s'inquiéter de les casser à l'entraînement. L'espace et l'estrade étaient vastes, parfaits pour des mouvements amples. Il est ridicule de penser que tout ceci n'est que l'installation privée d'une seule personne. Si lui et ses hommes avaient eu l'occasion de s'entraîner dans un endroit comme celui-ci, peut-être que certains d'entre eux auraient vécu un peu plus longtemps. Ses souvenirs furent interrompus par la voix criarde du chevalier à la moustache virevoltante. Il exprima sa surprise sarcastique en voyant entrer le troisième jeune maître. Monsieur Moustache s'est assuré de rappeler à Lucian ce qui s'était passé la dernière fois que le jeune maître Jordi avait corrigé le troisième fils devant tout le monde. Il a comparé l'incident à un agneau pourchassé par un loup. Le chevalier moustachu ricana et se moqua discrètement de Lucian pour avoir amené un serviteur sur une terre sacrée pour les guerriers. Il se nomme Hendrik, et même sa présentation contenait une moquerie à peine voilée envers Lucian. Il y a un an, Hendrik a personnellement supervisé la leçon d'escrime de Lucian aux côtés du deuxième jeune maître. Il a trouvé l'expérience agréable. On ne pouvait pas en dire autant pour le Lucian du passé. En plus de son grand frère, ce type, Hendrik, a contribué à inculquer une peur profonde de l'escrime au troisième jeune maître. Le Lucian actuel ne pourrait être plus différent de ce qu'il était par le passé. Avec ce salaud moustachu qui se pavane devant lui, les choses viennent de devenir très intéressantes. Traditionnellement, les chevaliers sont salués comme l'incarnation de l'honneur et de la loyauté. Ils naissent généralement dans des familles nobles, et sont formés strictement aux arts martiaux et à l'étiquette dès l'enfance. Une fois qu'ils ont acquis suffisamment de mérite sur les champs de bataille et lors des missions, ils peuvent officiellement être adoubés par leurs seigneurs respectifs, élevant leur statut à celui de véritables chevaliers. Selon Lucian, les chevaliers ne sont rien de plus que des chiens de chasse coûteux portant les colliers sophistiqués de leur maître.
Ils sont obligés de faire preuve de courtoisie et de flatter les seigneurs et les lignées de haute naissance qui peuvent leur fournir richesse et honneur. Cette arrogance à l'eau devant lui, Hendrik n'est même pas capable de faire ça correctement. La mauvaise réputation de Lucian dans la famille joue probablement un rôle dans son mauvais traitement, mais il a le cran d'être un con, surtout grâce à l'homme qui le soutient. La laisse de Jordi lui donne un sentiment d'invulnérabilité. En toute honnêteté, Lucian adorerait soumettre cet idiot ignorant à un entraînement intense, déconstruire sa mentalité de fond en combler tout le reste. Il s'amuserait énormément à jouer avec cet homme s'il en avait l'occasion. Malheureusement, il doit garder à l'esprit comment son père réagirait s'il allait trop loin. Qu'on le veuille ou non, les chevaliers sont la principale force de combat d'une maison noble. Ce sont de précieux atouts. Toute punition jugée inappropriée ne ferait que créer une tension inutile entre seigneur et vassal. Lucian ne peut pas encore y aller à fond. Ce n'est pas le bon moment. D'un ton clair, il prit la parole. Il ne peut pas continuer à éviter le terrain d'entraînement juste à cause d'un petit incident du passé. Il annonça qu'à partir de maintenant, il viendrait plus souvent pour apprendre les formes d'épée. Il a déjà perdu beaucoup trop de temps à pourrir sur pied. Il a beaucoup de retard à rattraper. Entendre le troisième jeune maître mentionner l'apprentissage des formes d'épée fit ricaner Hendrik. Il affirma qu'il était bien trop tard pour apprendre les formes d'épée, vu l'âge de Lucian. Il expliqua que passé l'âge de 15 ans, commencer depuis le début serait une impossibilité. Pour un reclus de 16 ans, c'est pratiquement fini. Les formes d'épée sont des techniques secrètes et des héritages laissés par ceux qui les ont précédés. Rien qu'en suivant les mouvements inventés par les ancêtres, la nouvelle génération pouvait acquérir de nouvelles connaissances. Elle pouvait aussi affiner le corps, illustrant la sagesse ancienne dans toute sa splendeur. Mais les formes d'épée ne sont accessibles qu'aux personnes dont la voie du mana est déjà ouverte. Selon Hendrik, ces voies du mana se ferment après 16 ans. Si Lucian commence maintenant, ce ne sera rien de plus qu'un exercice physique. Les formes d'épée sans illumination sont semblables à une coquille vide, complètement inutile. Peut-être que cela conviendrait mieux au troisième jeune maître. Un entraînement inutile pour un noble inutile. Il pourrait même devenir le plus grand danseur de l'Empire pendant qu'il y est. De cette façon, il peut gagner du temps à trouver ce pourquoi il est vraiment fait au lieu de brandir une épée sans réfléchir. Hendrik a également proposé que Lucian passe simplement ses journées à s'occuper des jardins. Après tout, chacun a un rôle à jouer dans ce monde. À en juger par le silence des autres chevaliers, il semble qu'ils soutiennent les moqueries de Hendrik. Le chevalier moustachu était assez fier de lui d'avoir rabaissé un jeune noble, le laissant sans voix et incapable de dire un mot. En vérité, l'affirmation selon laquelle la voie du mana se ferme à 16 ans est un mensonge éhonté. C'est quelque chose qui pourrait être facilement démasqué avec une petite vérification, mais cela n'importe pas à Hendrik. S'il est un jour pris sur le fait, il peut simplement faire l'idiot et étouffer l'affaire discrètement. Son véritable objectif est déjà atteint. Il voulait simplement anéantir complètement les espoirs d'un gamin stupide qui ne peut même pas répliquer. Chaque chevalier sur le terrain d'entraînement voit Lucian comme un ver pathétique, terrifié et figé sur place, même en se faisant moquer par un simple serviteur. En réponse, le troisième jeune maître joua le jeu et répondit d'une voix humble et tremblante. Il a prétendu que l'affirmation de Hendrik semblait un peu différente de ce que disent les textes. Pour autant qu'il sache, la voie du mana ne se ferme pas à 16 ans, mais à 25. Il ne devrait y avoir aucun problème s'il commence maintenant. Hendrik affirma grossièrement qu'il avait raison. Lucian a bondi sur l'occasion et a impliqué son grand frère, Jordi, en demandant si le patron de Hendrik partageait le même point de vue sur la question. L'imbécile de Hendrik a répondu avec confiance que son patron le soutiendrait. Il ne savait même pas qu'il venait de tomber dans un piège habilement tendu. Lucian déplora que la maison Waldeck devait être sur la voie de la ruine ces temps-ci. Il a même inclus le pauvre Hans, qui n'y comprenait rien, dans sa performance. Le troisième jeune maître se plaignit que ce chevalier stupide devant lui ne pouvait même pas comprendre la chose la plus élémentaire que même un clébard des rues connaîtrait. Combien de talents prometteurs se sont fait voler leur chance par l'ignorance? Si les chevaliers de sa maison ne peuvent même pas retenir une vérité fondamentale dans leur minuscule cerveau, la prochaine génération de chevaliers est condamnée. Grâce à la langue bien pendue de Hendrik, Lucian pouvait rejeter la faute sur le crâne vide de son cher frère. Si Jordi dirige son terrain d'entraînement avec une telle ignorance, alors c'est une honte pour la maison et une crise évidente. Assurément, un simple vassal comme Hendrik n'essaierait jamais de tromper le propre fils du seigneur. Après avoir entendu la tirade enflammée de Lucian, Monsieur Moustache trébucha un peu. Être accusé de tromper le fils du grand-duc est une affaire sérieuse. Il est impossible qu'un chevalier de la famille Waldeck fasse quelque chose d'aussi mesquin, n'est-ce pas? Craignant de dire la mauvaise chose, Hendrik maintint sa déclaration précédente. Lucian a l'intention de prendre cette affaire au sérieux. Un tel niveau de négligence ne peut être ignoré. Il est temps de montrer à ce grand chevalier ce qui arrive quand on ne tient pas sa langue. Sir Hendrik ne semble pas du tout réaliser la gravité de cette affaire. S'il avait simplement voulu humilier Lucian, le bienveillant jeune maître aurait gracieusement laissé passer. Il est prêt à admettre que Hendrik et tous les autres ici le regardent avec hostilité à cause de ses propres fautes, pour avoir oublié ses devoirs de noble et perdu son temps en vain. Il ne réprimanderait jamais ces gens pour lui avoir demandé des comptes. À part ça, si les chevaliers et son frère, le pilier d'un grand-duché, entravent le recrutement de talents avec des connaissances erronées, Lucian ne restera pas les bras croisés à fermer les yeux.
L'ignorance causerait des fissures dans la puissance militaire des estimés chevaliers Waldeck. À proprement parler, cela pourrait mettre leur peuple en grand danger. En si peu de mots, Lucian a retourné la situation et transformé la moquerie en un discours honorable. En tant que fier porteur du nom Waldeck, il est tout à fait normal qu'il soit indigné par une telle faute professionnelle. Il a bien présenté son argument et a fait comprendre à cet abruti d'Hendrik la gravité de ses paroles. Il ferait mieux de préparer sa moustache aux répercussions de cette rencontre. Lucian a menacé de rapporter cet incident à son père et de demander une répression interne contre les vassaux de Jordi. Hendrik n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Le gamin qui tremblait à la moindre moquerie se défend. Il y a à peine un an, Lucian était aussi fragile qu'un agneau nouveau-né. Maintenant, il est comme un loup affamé, un prédateur au sommet qui pourrait écraser le petit Hendrik sans hésitation. Voyant l'agitation, le propriétaire du terrain d'entraînement a été contraint d'intervenir. Jordi Waldeck, deuxième fils du grand-duc, est enfin entré en scène. Hendrik était sur le point de se faire dessus tandis que Lucian était ravi que son grand frère arrive juste à temps. Jordi regarda son petit frère avec un dégoût manifeste. Pris de panique, Hendrik a couru précipitamment aux côtés de son maître pour expliquer ce qui se passait. Il bafouillait, peinant à trouver une explication qui le disculperait de toute faute. En ayant assez de ses balbutiements nerveux, Jordi lui a ordonné de la fermer. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Jordi avait tout observé de loin depuis le début. Il a vu et entendu de ses propres yeux le comportement honteux d'Hendrik. Le chevalier devrait avoir honte de s'être laissé influencer par un enfant qui a à peine la moitié de son âge. Jordi était totalement déçu. Serrant très fort l'épaule du chevalier, Jordi lui ordonna de corriger son expression hideuse, à moins qu'il n'ait l'intention de mettre son maître dans une position encore plus difficile. Hans se recroquevilla derrière Lucian alors que Jordi s'avançait vers eux. Le serviteur au cœur fragile tremblait tandis que le troisième jeune maître regardait son grand frère droit dans les yeux. En voyant Jordi pour la première fois depuis longtemps, Lucian se moqua du visage de son grand frère. Jordi Waldeck est largement considéré comme un noble parmi les nobles. Il est célèbre pour avoir une personnalité de merde, même dans la première vie de Lucian. Comme son influence était bien plus faible que celle du premier-né du grand-duc, Jordi a eu recours au recrutement d'étrangers dans son camp. La plupart d'entre eux connaîtraient une fin horrible. Une fois que Jordi jugeait un outil inutile, il les accusait systématiquement de crimes ou s'en débarrassait. Pour l'instant, Lucian adressa à son grand frère un sourire poli et une salutation en bonne et due forme. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé, alors il a débité quelques platitudes génériques. Sans mâcher ses mots, Jordi a traité Lucian de créature insensée. Il a prétendu avoir tout observé depuis que son petit frère a mis les pieds sur son terrain d'entraînement. Jordi l'a accusé d'oser agir d'une manière qui ternissait la dignité de leur famille vénérée. Lucian a continué son jeu d'acteur et a demandé à son grand frère de développer son accusation. Jordi a prétexté que cela faisait longtemps que Sir Hendrik n'avait pas étudié la théorie, et que l'interaction précédente n'était donc qu'un simple malentendu. Néanmoins, impliquer son nom honorable pour semer une confusion inutile était une erreur manifeste. Pour cela, Hendrik ne peut être exempté de sa responsabilité. Cependant, Jordi n'a aucune intention de réprimander ou de punir son homme pour un incident mineur, car contrairement à son petit frère inutile, il prétend connaître le poids de la loyauté et la quantité de sang que Sir Hendrik a versé pour la famille. De plus, quelqu'un qui s'est enfui, incapable de supporter ne serait-ce que l'entraînement de base à l'épée, n'a pas le droit de critiquer et de blâmer un vrai chevalier. Jordi a insisté sur le fait que Lucian devait d'abord apprendre le respect envers leurs vassaux avant de lancer des accusations. Ce n'est que grâce à l'ordre dévoué des chevaliers que Waldeck peut exister et régner. Jordi s'est tourné vers ses hommes et s'est sincèrement excusé au nom de son petit frère pour l'agitation du jour, considérant les paroles de Lucian comme l'explosion d'un enfant immature à qui il fallait faire preuve d'indulgence. Il a promis de prendre particulièrement soin de son stupide jeune frère. Lucian était assez impressionné par la façon dont Jordi a géré son attaque verbale. Le cerveau du type fonctionne assez vite. Lucian a spécifiquement dirigé ses insultes et accusations contre Jordi, mais le deuxième fils a habilement transformé cela en une insulte contre les chevaliers, les montant contre lui tout en sauvant la face. Aujourd'hui n'était qu'un échauffement. Il tire son chapeau à Jordi pour sa gestion de la situation. La main sur le cœur, Lucian a reconnu le malentendu et a apprécié le choix de Jordi de s'abstenir d'une réprimande légitime pour avoir osé insulter un frère aîné. Il a fait semblant de prendre à cœur les paroles de Jordi, les considérant comme de précieux conseils. Même en faisant l'éloge de son grand frère, Lucian a trouvé un moyen de le traiter indirectement d'idiot à la tête vide. Il a exprimé sa honte d'avoir dit des choses si embarrassantes plus tôt, se présentant comme un jeune frère désireux d'apprendre de la gentillesse de son grand frère. Lucian a loué Jordi de manière exagérée, ordonnant à Hans de consigner immédiatement les enseignements de son grand frère. Du simple papier ne suffira pas. De tels mots doivent être brodés sur la plus fine des soies. Faire cela a un double objectif. Il se sert de Jordi pour effacer l'image de faiblesse de Lucian tout en gravant une nouvelle et solide impression dans l'esprit de tous. C'est un changement d'image. Le pathétique troisième jeune maître n'existe plus. À sa place se trouve un homme qui sait comment jouer le jeu de la noblesse. Cela dit, Lucian s'est excusé, demandant à Jordi la permission de partir. Après tout, rien de bon ne les attend s'ils continuent à se chamailler devant les vassaux. Jordi n'a pas perdu,
Mais il ne pouvait s'empêcher d'être furieux face aux tactiques de provocation de Lucian, à la langue bien pendue. Il voulait garder le petit merdeux sur son territoire un peu plus longtemps pour une leçon plus sévère, mais Lucian lui a rappelé que leur père le surveillait de près ces derniers temps. Partant de zéro, il n'a absolument rien à perdre. On ne peut pas en dire autant de son frère. Il s'est retourné et a interprété le silence de Jordi comme un consentement. Lucian a attrapé Hans et a filé du terrain d'entraînement sans encombre. Il a apprécié de plaisanter un peu avec Jordi, alors ils prennent congé maintenant. Dès que Lucian fut sorti, Hendrik tenta d'inciter son maître, Jordi, à l'empêcher de partir indemne. C'était la pire chose qu'il aurait pu faire. En ce moment, Jordi explose de rage. Il savait qu'il s'était fait avoir d'une manière ou d'une autre. Lucian et Hans ont emprunté le même chemin pittoresque qu'auparavant. Le serviteur personnel se sentait assez mal à l'aise, sachant qu'il avait offensé le deuxième fils. Lucian sait mieux que quiconque de quoi le deuxième jeune maître Jordi est capable. Hans a peur des possibles représailles de ce monstre. Même s'ils ont de la chance cette fois-ci, rien ne garantit qu'ils s'en sortiront la prochaine fois. Hans ressemblait à un animal sans défense, terrifié à l'idée d'être chassé. Lucian comprenait pourquoi Hans se comportait ainsi. Le gamin vit quelque chose que seuls ceux qui ont servi la noblesse pourraient comprendre. Quand un supérieur incompétent sème le désordre et se lave les mains de toute faute, ce sont généralement les subalternes qui sont laissés pour souffrir. Il n'y a rien de plus exaspérant qu'un maître qui n'en a rien à foutre. Lucian ne connaît que trop bien ce sentiment, et il ne laissera pas le petit Hans subir ce qu'il a subi. Il a assuré à son serviteur qu'un simple chevalier ne pourrait pas les toucher. Il ne laissera tout simplement pas cela se produire. Au cours des derniers jours de folie, Hans en a bavé. Lucian est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Quand un maître agit comme un idiot, ce sont toujours ceux d'en bas qui sont écrasés. En tant que serviteur du jeune maître excentrique, Hans a dû beaucoup souffrir. Pour apaiser ses craintes, Lucian lui a promis une chose. Désormais, il ne laissera pas ces gens être méprisés. Ils ne vivront jamais dans la peur malgré les actions apparemment insensées de leur maître. Hans a pris à cœur la promesse du deuxième jeune maître et a saisi sa main secourable. De retour au domaine des Waldeck, Lucian se promène aux côtés de son fidèle serviteur. Après l'incite du terrain d'entraînement, il trouvait étrange que les choses soient devenues étrangement calmes. Il sait que Jordi n'est pas du genre à rester les bras croisés et à se laisser faire sans riposter. Aujourd'hui, Lucian a découvert le sale tour que son frère préparait en douce. Il a reçu un bout de papier qui l'a mis plus en colère que jamais. Étrangement, même Hans, d'habitude si docile, ne pouvait pas laisser passer le contenu de ce papier. Maître et serviteur marchaient comme s'ils venaient de subir la plus vile des injustices. Son frère avait osé toucher à la seule chose qu'il n'aurait jamais dû toucher, l'argent de poche de Lucian. Hans n'était d'accord que parce que même son salaire avait été déduit. Lucian s'est réveillé de bonne humeur ce matin. Il savait que la lettre détaillant le budget de ce mois-ci allait arriver. C'est le jour où il est censé acheter des herbes de lune supplémentaires et faire le plein de fournitures nécessaires. Son compte était censé être renfloué après les folles dépenses du mois dernier. Du moins, c'est comme ça que ça aurait dû être. Mais en voyant le chiffre sur ce bout de papier, son sourire s'est rapidement effacé. Il était si choqué qu'il en a lâché le document. Selon le résumé du budget, son argent de poche a été réduit de 75%. De même, le salaire de Hans a été réduit de 30%. Ce salaud de Jordi a osé manipuler ces chiffres par l'intermédiaire de la gouvernante qu'il a placée dans l'annexe de Lucian. C'était impardonnable. Ils ont osé faire ça en sachant que le détournement de fonds est un crime passible d'une exécution sévère, même dans la noblesse. Lucian a admis qu'il était en partie responsable. La seule raison pour laquelle son frère a pu réussir un coup aussi absurde était à cause d'une faille dans ses défenses. Après le décès de la troisième duchesse, Lucian a confié la gestion du budget à quelqu'un d'autre. Dana, l'ancienne gouvernante, qui était aux côtés de la famille depuis longtemps, gérait le budget avec diligence et compétence. Il n'y a pas si longtemps, Dana a été remplacée par cette petite gouvernante inexpérimentée qui dirige actuellement la maison de Lucian. C'était la première fois aujourd'hui qu'il rencontrait la nouvelle gouvernante en personne. Un sourire aux lèvres, elle a salué poliment son supposé patron. Elle s'est présentée comme étant génie. Elle voulait saluer le maître de maison lors de sa nomination. Mais à l'époque, Lucian ne semblait pas avoir l'intention de sortir de son isolement. C'est une bonne chose que la longue période à moisir au lit soit enfin terminée. Hans n'a pas du tout apprécié son ton en s'adressant au jeune maître. Lucian a concédé que Jenny n'avait rien dit de déplacé. Aujourd'hui, il veut sauter les présentations et les bavardages. Il est venu au quartier des servantes pour discuter de questions plus urgentes. Pour régler rapidement le problème de financement, il a choisi de poser des questions directes à Jenny. Il lui a demandé si c'était elle qui avait rédigé cet absurde plan budgétaire pour le mois. En réponse, elle a étouffé un petit rire. Jenny a fièrement admis que c'était elle qui avait tout écrit. Elle a invoqué le fait que Lucian avait cédé toute autorité à l'ancienne gouvernante. En assumant les responsabilités de Dana, elle n'a fait qu'accomplir ses tâches telles qu'elles lui ont été transmises. Jenny a déclaré malicieusement qu'elle se sentait un peu perplexe face aux questions du jeune maître alors qu'elle a travaillé si diligemment tout ce temps. Après tout, l'organisation du budget était à l'origine une tâche que le maître de maison était censé accomplir lui-même. Lucian savait que Jenny utiliserait ce fait comme excuse. Sa négligence est encore une fois en partie responsable. Pour cela, il doit admettre qu'on ne pouvait rien y faire. Cependant,
quelque chose ne colle toujours pas. Selon le plan budgétaire, la majorité des fonds que son père a réattribués a été allouée à l'augmentation du salaire de chaque serviteur. Comme le personnel de sa maison a souffert de sa négligence, il est prêt à considérer la perte d'argent comme une compensation. Mais si c'est le cas, alors pourquoi le salaire de Hans a-t-il été réduit au lieu d'être augmenté? Même un enfant verrait qu'il s'agissait d'une attaque financière flagrante orchestrée par la jeune gouvernante. Jenny a fait l'idiote et a insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Elle a utilisé la difficulté de gérer une maisonnée comme excuse pour un tel oubli. Elle a pressé les servantes travaillant sous ses ordres de témoigner de son surmenage. En voyant comment elle se figeait sous son regard, il est clair que Jenny avait déjà pris le contrôle de la maison par le biais du personnel. Avec des sourires affolés, toutes les servantes se sont empressées de défendre la décision de Jenny tout en la louant. Elles ont même promis de mieux assister la gouvernante à l'avenir pour éviter un tel oubli. Lucian a soupiré de défaite et s'est retiré avec Hans. La seule fois où Hans s'attendait à ce que son maître riposte, mais il ne l'a pas fait. En ce moment, la maison est au nom de Lucian, mais les bras et les jambes de son annexe obéissent à quelqu'un d'autre. Avant de quitter les quartiers des servantes, Lucian a posé une dernière question à Jenny. Il espérait qu'elle répondrait prudemment. Il lui a demandé directement qui était son maître. Pour répondre à cette question, Jenny a insisté pour consulter d'abord son seigneur Jordi. Pour Lucian, les tissus qui ont suppuré doivent être retirés pour que le corps vive. Et en ce moment, son cœur pourrit de l'intérieur. Le remède à cette pourriture pourrait se trouver dans une taverne située dans les rues malfamées du territoire de Waldeck. Couvert d'une cape sombre, le troisième jeune maître a traîné Hans dans cet établissement douteux sous prétexte d'aller à la pêche pour se calmer l'esprit. Au lieu des eaux libres, ils sont entrés dans une arène de combat clandestine remplie de parieurs dépravés. Au milieu de la taverne se trouvait un ring où des combattants s'affrontaient pour les clients. Si vous demandez à Lucian, c'est l'endroit parfait pour pêcher. Qui sait? Peut-être qu'ils en attraperont un gros aujourd'hui. Passant devant l'événement principal, il se dirigea vers le bar vide. Le barman l'a vu de loin et l'a immédiatement averti que cet endroit n'était pas pour les gamins qui fouinent. Lucian s'est plaint qu'un tripot ne devrait pas faire la fine bouche avec les clients. Et si ce client s'avérait être plein aux as pour jouer? Dès qu'il a montré son visage, l'attitude du barman a changé positivement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Lucian n'a pas fait battre la gouvernante à coups de rame devant tout le personnel. Premièrement, Jenny n'est pas une simple employée. Elle a de sérieux appuis. C'est la fille de la nourrice qui a pratiquement élevé Jordi depuis qu'il est bébé. Il la considère comme une sœur. Toucher à cette femme imprudemment ne ferait qu'attiser les flammes et créer un problème plus grand. Deuxièmement, la hiérarchie dans l'annexe de Lucian était un désordre absolu, pire qu'il ne l'imaginait. Sa situation actuelle dépasse l'entendement et nécessite une solution adaptée. Enfin, son père, le duc, observe. Il est impossible que cet homme ne soit pas au courant de l'ingérence dans le budget. Autrement dit, rétablir l'ordre dans sa maisonnée n'est qu'un autre test qu'il doit réussir. Il devra simplement montrer au grand-duc et à son personnel ce qu'il a dans sa manche. Pour lancer les choses, il a décidé de prendre ce qui restait de son argent de poche réduit et de jouer aux tables de ce tripot miteux. Lentement mais sûrement, sa pile de jetons a grossi alors qu'il jouait chaque main de cartes parfaitement. Les sons du mélange de cartes sophistiquées du croupier emplissaient la salle. C'est le son de l'argent qui retourne dans les poches de Lucian. Cela fait quelques heures qu'il s'est assis, concentré, et a commencé à faire fructifier sa cagnotte. Il gagnait tellement de fois d'affilée que sa table avait attiré un public. Il vient de plumer l'un des vétérans chevronnés du tripot sans sourciller. En tant qu'habitué du tripot, le vétéran ne pouvait pas croire qu'il avait été plumé par un morveux. Lucian racontait beaucoup de conneries à la table, ce qui faisait de lui un adversaire exaspérant. Heureusement, le vétéran savait quand limiter ses pertes et se retirer. Hans était sidéré. Il ne savait pas que son maître était un joueur si expert. Avec de hautes piles de jetons qui débordaient autour de lui, Lucian exigea un nouvel adversaire, de préférence quelqu'un qui pourrait lui tenir tête. En plus de se remplir les poches avec l'argent du jeu, il plume les pauvres types de ce tripot pour une autre raison. Selon ses estimations, le type qu'il cherche à appâter est sur le point de se montrer. Comme prévu, la porte du tripot clandestin s'ouvrit en grand pour accueillir un nouveau challenger. La prédiction de Lucian était parfaite. Il est temps de remonter le gros poisson. Un homme costaud entra dans la salle, attirant l'attention de tous. Il arborait une apparence robuste et une vilaine cicatrice qui lui barrait le visage. L'homme s'excusa de ne pas avoir reconnu un invité aussi distingué immédiatement et pour ses salutations tardives. Il se présenta comme étant Hugo, le gérant de ce modeste établissement. Hugo claqua des doigts, et ses croupiers passèrent à l'action. Ils s'excusèrent auprès de tous les autres clients du tripot, expliquant qu'ils devaient fermer pour la journée en raison de certaines circonstances. Les employés bien formés conduisirent poliment les joueurs hors du tripot, promettant de les traiter avec une générosité accrue lors de leur prochaine visite. Le commerce de Hugo prend un coup en dérangeant ses autres invités, mais cela n'a pas d'importance pour le moment. Tant que le jeune maître Lucian peut profiter de jouer en paix, cela devrait en valoir la peine. Lucian était sincèrement impressionné que Hugo l'ait reconnu, même s'il n'était pas sorti en public depuis un moment. Mais encore une fois, ce genre d'intuition est nécessaire pour survivre dans ce business véreux. Une fois de plus, l'homme imposant s'excusa pour le retard de ses salutations. Lucian affirma qu'il était juste passé pour changer d'air, donc il n'y avait pas de mal.
Hugo fit l'éloge de ses tours de jetons accumulés. Cela faisait longtemps qu'un client de l'établissement n'avait pas accumulé une pile de gains aussi importante. Si Luciane n'y voyait pas d'inconvénient, Hugo demanda la permission de prendre place comme son prochain adversaire à la table. Le troisième jeune maître incita l'homme imposant à continuer. Avec un sourire commercial bien rodé, Hugo affirma humblement qu'il n'était pas de taille face au jeune maître, mais qu'il ferait de son mieux pour lui montrer les quelques tours qu'il avait appris avec le temps. Assurément, un combat contre le gérant du tripot suffirait à passer le temps. Sentant la pression émanant de l'homme imposant, Hans chuchota à l'oreille de son maître, le pressant d'encaisser et de partir puisqu'il avait déjà gagné beaucoup d'argent. Il a un très mauvais pressentiment à propos de cet homme balafré. Hans avait vu beaucoup de gens effrayants au château, alors il savait que ce type ne plaisantait pas. Les yeux des Hugo frappèrent particulièrement le cœur de Hans. Des yeux comme ceux-là sont vraiment rares à trouver. Luciane était ravi d'entendre que les années de Hans à travailler comme serviteur dans une maison noble n'avaient pas été vaines. Tout ce que Hans sentait dans ses tripes était vrai. Hugo, le requin noir, pouvait avoir un sourire doux en apparence, mais il n'avait pas gagné son surnom pour rien. Dans la vie précédente de Luciane, le nom de Hugo secouait la pègre comme une catastrophe naturelle. Son chemin commença dans les sombres ruelles d'une ville sous le territoire des Waldeck. Il utilisait son corps rude et robuste pour faire saigner ses ennemis. Doté à la fois de violence et de plans astucieux à sa disposition, il devint une force imparable. Il ne fallut pas longtemps pour que Hugo, le requin noir, gagne en notoriété et en infamie. Il mit la main sur le jeu, la contrebande, et même les contrats d'assassinat. Il trempait dans tous les crimes qui payaient le mieux. Avec ses méthodes impitoyables, il finit par étendre son opération et devint connu comme le roi de la nuit, régnant sur la pègre de 5 territoires. Plus tard, il utiliserait l'effondrement imminent de l'Empire comme un tremplin vers quelque chose de plus public. Grâce à d'habiles manœuvres politiques, il s'attribua le titre de baron. Il fut l'un des premiers à s'adapter à une ère de chaos, évoluant pour devenir l'un des redoutables seigneurs de guerre de l'Empire. Mais pour l'instant, Hugo, le requin noir, n'est qu'un débutant sur la scène de la pègre. Cela ne change rien au fait que c'est un type sacrément dangereux. Aujourd'hui, il est temps de jeter l'appât et d'attraper un requin sauvage dans des eaux sanglantes. Avec un jeu de cartes et une montagne de jetons posés sur la table, Luciane proposa de jouer à un simple jeu de cartes. Hugo accepta et ajouta qu'il ne devrait pas fixer de limite de mise. Il ne peut pas laisser le jeune maître de la famille Waldeck s'ennuyer avec de petites mises, après tout. Luciane accepta joyeusement la condition. Il est juste content de trouver quelqu'un qui parle correctement son langage. Intérieurement, Hugo voit Luciane comme un gamin typique qui ne fait le malin que grâce à son nom de famille, un lionceau ignorant qui ne réalise même pas que ses paroles enjouées serviront de nœud coulant qui se resserra autour de son cou. Un silence assourdissant emplit la pièce pendant que le croupier distribuait leurs cartes respectives. Honnêtement, il ne s'attendait pas à ce que le gamin plume les croupiers précédents. Malgré tout, Hugo pouvait utiliser les gains de Luciane à son avantage. À ses yeux, un gamin immature enivré par une petite victoire ne ferait que sombrer plus profondément dans la misère une fois qu'il commencerait à perdre. Hugo a hâte de saigner à blanc ce gamin noble et insouciant à chaque main qu'ils joueront. Avant qu'il ne puisse commencer à jouer, Luciane fit comme s'il venait de se souvenir de quelque chose qu'il devait faire. Avant qu'ils ne commencent à essayer de vider le portefeuille l'un de l'autre, Luciane aimerait poser une question à Hugo. C'est leur première rencontre, mais le jeune maître trouve déjà le cerveau criminel plutôt sympathique. On peut juger un chef simplement en sondant l'atmosphère autour de ses subordonnés. Il est évident que ce tripot n'est pas une opération tout à fait légale. Gérer une affaire clandestine de cette envergure n'est pas une mince affaire. Si Hugo franchissait la mince ligne de la légalité, la famille Waldeck en entendrait sans aucun doute parler, et une purge aurait probablement eu lieu depuis longtemps. Hugo insista sur le fait qu'il connaissait sa place et faisait attention à ne pas offenser les supérieurs. Luciane est peut-être un membre de la famille Waldeck, mais il a assuré au requin noir qu'il n'était pas du genre coincé. Au lieu de tourner autour du pot, Luciane exigea une réponse honnête. Il voulait savoir quand Hugo prévoyait de commencer la production de masse. Sans même sourciller, le requin noir demanda à quoi le gamin faisait exactement référence. Quand Luciane mentionna cette chose en préparation à Vestra, Hugo sentit son estomac se nouer. Le troisième jeune maître de la famille Waldeck a nonchalamment lâché une bombe, il était au courant de l'hallucinogène illégal sur lequel Hugo travaillait. Cette vérité explosive a aspiré l'air de cette pièce souterraine. Même les gardes postés à la porte furent surpris. De tous, Hans était peut-être le plus stupéfait, et ça se voyait. Hugo laissa tomber ses cartes sur la table alors que son cerveau commençait à formuler une réponse appropriée. Finalement, il choisit de faire l'idiot, mais son bégaiement montrait clairement qu'il était secoué. Tout en jouant avec ses jetons, Luciane a réitéré son accusation. Avec un sourire malin sur le visage, il ajouta qu'il savait aussi que Hugo avait été engagé par le marquis Logrin. Les hallucinogènes ont été formulés pour secouer le territoire des Waldeck avec une distribution de drogue illégale. Il n'apprécie pas du tout les tactiques mesquines du marquis. À son avis, il y a une ligne à ne pas franchir entre les familles nobles. Il a demandé à Hugo s'il partageait le même avis. Étant donné le point de vue de Luciane sur cette trahison, il serait plus juste de voir le requin noir comme le plus impressionnant. Qui d'autre que lui aurait l'audace d'oser commettre un crime aussi odieux sur le territoire des Waldeck? Si la moindre petite chose tournait mal et qu'il se faisait prendre, tous ceux associés au Grand-Duché essaieraient de l'écarteler.
Chaque homme à la disposition du grand-duc le traquerait comme un chien, sans exception. En ce moment, l'esprit de Hugo est en plein désarroi. S'il dit la mauvaise chose, il risque la mort et d'être complètement démasqué. Dans le coin, la famille Waldeck est le pire adversaire que l'on puisse avoir. Normalement, cette affaire n'aurait pas été révélée au monde avant 2 ans. À cette époque, le grand-duc reçut un rapport détaillant la propagation d'une nouvelle drogue sur son territoire. Jake était l'un des soldats déployés pour attaquer la base du requin noir, mais ils étaient arrivés trop tard. Hugo s'était déjà enfui de la ville, ne laissant aucune trace d'activités illicites dans son repère. L'expérience de Lucian de s'être fait avoir à l'époque s'est avérée très utile maintenant. Même avec toutes les cartes sur la table, Hugo insista sur le fait qu'il devait y avoir une sorte de malentendu. Il a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un modeste gérant gagnant 3 sous dans un petit tripot, et qu'il ne tremperait jamais dans la drogue. Avec conviction, il a affirmé qu'un concurrent jaloux devait répandre de fausses rumeurs pour le saboter. Si on lui en donnait l'occasion, il a promis de découvrir lui-même la source de cette rumeur. Comme le grand homme refusait de plier, Lucian ajouta un peu plus de détails à l'histoire. Il demanda à Hugo si le moulin à riz qu'il exploitait n'était qu'une boutique ordinaire et si le passage souterrain qui débouchait juste à l'extérieur du château n'était qu'une innocente voie de fuite. Une dernière fois, Lucian exigea une réponse à sa première question. Approche-t-il de la phase de production de masse? Hugo s'affaissa sur sa chaise. D'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé dans une position d'échec et mat. Le gamin est au courant de la fausse boutique et du passage secret. Silence et autant, les excuses sont désormais inutiles. Acculé comme un animal sauvage, Hugo envisagea de tuer le 3e fils du duc sur le champ. Ces hommes avaient déjà dégainé leurs armes cachées. Un morveux de noble sans garde peut être facilement tué d'un seul coup. Lucian pressa le requin noir de bien réfléchir avant de faire quelque chose qu'il pourrait regretter. Après tout, ils jouent leur vie comme mise. Il rappela à Hugo de réfléchir à son prochain coup, vu la manière dont il avait gravi les échelons. Le grand homme rejeta l'idée folle de tuer le fils du grand-duc Sigmund. S'il se faisait prendre, et il y avait de grandes chances que cela arrive, Hugo se retrouverait dans une situation où supplier pour la mort serait une issue miséricordieuse. Pour sauver sa peau, il ravala sa fierté et tomba à genoux. Avec la plus grande sincérité, il supplia d'être épargné de la colère du grand-duc. Il devinait qu'il y avait une raison pour laquelle le jeune maître était venu le trouver en personne au lieu de défoncer ses portes avec un bataillon de chevaliers. Si le reste de la famille Waldeck connaissait ses crimes, sa tête aurait volé depuis longtemps. À ce stade, si Lucian lui disait d'être un chien, il serait un chien. Si Lucian lui dit d'aboyer, il aboiera. Si on lui ordonne de ramper, il rampera. Les hommes des Hugo s'alignèrent derrière lui et se joignirent à leur chef pour s'incliner et supplier. L'homme destiné à devenir l'une des personnes les plus puissantes de l'Empire à l'avenir avait été réduit à un tel état. Après une brève réflexion, Lucian se leva de son siège confortable. Garder un chien aussi utile à ses côtés ne semble pas si mal du tout. Après tout, il avait justement besoin de quelques personnes compétentes à son service. En entendant cela, Hugo jura de suivre chacune de ses paroles, mais ce n'est pas ce que Lucian voulait pour un homme du calibre des Hugo. Ce serait un peu ennuyeux. Il sait que le requin noir ne se contenterait jamais d'être un simple chien de chasse. Regardant l'homme suppliant droit dans les yeux, Lucian proposa un meilleur accord pour toutes les parties concernées. Il demanda à Hugo s'il voulait essayer de devenir chevalier à la place. Entendre ce mot remua des émotions profondes chez le requin noir. Comme tous les autres garçons, il avait autrefois rêvé follement de devenir chevalier. Finalement, il n'eut d'autre choix que d'abandonner ce rêve impossible. Avec le temps, la réalité de la vie devint plus claire pour lui. Peu importe ses compétences, sa force, ou le nombre de fois où il risqua sa vie pour un maître, à leurs yeux, il n'était qu'un paysan de basse naissance. Il n'était qu'un outil utile, une masse de muscles à utiliser et à abuser par ceux qui détenaient le vrai pouvoir. À cause de facteurs hors de son contrôle, les circonstances de sa naissance, il ne pouvait réaliser son rêve, peu importe le sang qu'il versait. Pour répondre à la question de Lucian, bien sûr, il voulait être chevalier. Il le voulait si fort qu'il se serait volontiers fracassé la tête contre le sol pour avoir l'opportunité d'en devenir un. S'il pouvait réaliser ce rêve, il vendrait même son âme à quiconque pourrait le concrétiser. Devant Lucian se tenait un homme vulnérable s'accrochant à un rêve de gamin. Au nom de l'honneur de la famille Waldeck, il promit d'aider Hugo à devenir un vrai chevalier. S'il peut posséder l'intégrité et l'honneur de ne jamais avoir honte de lui-même à l'avenir, son simple statut ne sera pas un obstacle. À cet instant, le visage éclatant de Lucian se grava dans l'esprit des Hugo. Il offrit à Hugo la chance de vivre comme une personne, et non comme un simple outil. Quelques jours après cette rencontre au tripot, Lucian organisa une réunion avec tout le personnel de son annexe. Il présenta un nouvel ajout à son équipe grandissante aux personnes présentes. Hugo se tenait à ses côtés, un talent compétent fraîchement engagé de l'extérieur. Contrairement à l'attitude décontractée de son maître, Hugo se présenta avec vigueur et confiance. Il dit qu'il a hâte de travailler avec ses nouveaux aînés, mais son visage terrifiant dérangea le personnel. Les servantes et les majordomes ne savaient pas comment répondre de manière appropriée à l'annonce soudaine du jeune maître. Les présentations étant faites, Lucian avait l'intention de passer à l'événement principal. Il ordonna à ses gens d'amener la servante en chef, Jenny, dans son bureau sur le champ. Les majordomes reculèrent immédiatement en entendant l'ordre du jeune maître.
Lucian expliqua qu'il était normal de présenter le nouvel employé à la servante en chef. Après tout, il ne pouvait pas avoir une conversation désordonnée comme la dernière fois. Il voulait simplement annoncer la nouvelle à la si occupée Jenny en premier. Comme prévu, tout son personnel réagit comme s'il obéissait à la servante en chef et non à lui. La situation interne était déjà irréparable par des méthodes normales. Pas une seule servante ou un seul majordome n'obéit à son ordre. Pour eux, Lucian n'était rien de plus qu'une corde pourrie sans réel pouvoir. Il devra orchestrer une démonstration de force assez convaincante pour reprendre le contrôle de sa propre maison. L'un des majordomes s'avança et supplia Lucian de prendre également en considération leur situation. Tout le monde dans cette annexe sait que la servante en chef Jenny est la favorite du seigneur Jordi. Elle a pris le contrôle total de la maison et du personnel. Les majordomes et les servantes osèrent protester contre leur seigneur inutile qui insistait pour attiser les flammes et les mettre dans une position difficile. Ils auraient préféré vivre tranquillement comme avant, quand tout ce que le jeune maître faisait était de pourrir dans son lit. Hans ne pouvait plus écouter ses serviteurs méprisables. Il hurla à tout le monde de se réveiller, putain, et de se souvenir de leurs devoirs oubliés. Le maître de cette maison est le jeune maître Lucian et non cette salope rousse ou cet insupportable Jordi. Après avoir observé la folie depuis la touche, Hugo comprit parfaitement la situation actuelle et proposa une solution simple. Puisque les paroles acérées du jeune maître semblent trop bonnes pour être gaspillées sur ses serviteurs idiots, il peut proposer une alternative plus efficace. Il en a assez entendu et a compris ce qu'il fallait faire. Hugo assura à son maître qu'il s'occuperait du problème. Pour ceux qui ne peuvent plus distinguer le haut du bas, la méthode pour imprimer la loyauté est terriblement simple. Il prévint que sa méthode pourrait être un peu brutale, et qu'il avait donc besoin de la permission du patron. Lucian était satisfait de la rapidité des prix des Hugo. C'est la raison principale pour laquelle il cesse de donner la peine de recruter ce grand homme. La chance était vraiment de son côté cette fois-ci. Hugo n'était qu'aux premières étapes du développement de la drogue. Si cela avait progressé davantage, il n'aurait jamais pu rallier le requin noir à sa cause. Avec une confiance absolue, il donna à Hugo la permission de faire précisément ce à quoi ils pensaient tous les deux. Il donna le feu vert à son nouveau confident pour augmenter l'intensité autant que nécessaire. Pour commencer, Hugo se dirigea vers le majordome qui protestait, dominant le frêle serviteur. Voir le requin noir de près ferait trembler n'importe qui de peur. Sa carrure intimidante et son regard de tueur submergeaient les sens. Il avait l'air du genre de type qui commettrait des crimes odieux. Le majordome se persuada que Lucian avait dû ramasser un voyou de ruelle. Il offrit avec suffisance de donner un conseil au grand Dadais, en tant que connaisseur de la situation de la maison, et avertit Hugo de choisir le bon camp. Le majordome suffisant essaya d'effrayer Hugo avec la menace de la cruauté du jeune maître Jordi. Tous ses serviteurs croient que la balance a penché depuis longtemps en défaveur de Lucian. Ce voyou géant ne serait sûrement pas assez stupide pour risquer sa vie pour quelques pièces. N'est-ce pas? Hugo trouva les derniers mots du majordome suffisant pathétiques. Son poing nu percuta le visage du majordome et lui défonça la gueule. Un seul coup suffit à réarranger le crâne de ce type. La puissance derrière le coup de poing était si concentrée qu'elle projeta le majordome suffisant contre le mur le plus proche comme une poupée de chiffon. Les yeux de Hans sortirent presque de leurs orbites tandis que Lucian se félicitait d'avoir engagé une telle bête. Hugo s'approcha lentement du corps inerte du majordome. Un seul coup de poing désinvolte a suffi pour réinitialiser ce type par la violence. Les autres majordomes, craintifs, ont vivement critiqué la nouvelle recrue pour avoir usé de la violence à l'intérieur du château. Le requin noir n'était absolument pas affecté par leurs paroles creuses et faibles. Il se trouve que Hugo est spécialisé dans l'éducation des sales fous. C'est la première mission parfaite pour lui. Quelques instants plus tard, aucun signe de dissidence ne pouvait être décelé parmi le personnel de la maison. Ils ont même suivi l'ordre du troisième jeune maître d'amener la servante en chef Jenny, même s'il fallait utiliser la force. Avec une marque de gifle visible sur son visage, Jenny a grogné et a assuré à tout le monde qu'il ne s'en tirait pas comme ça. Au lieu de se recroqueviller devant ces menaces vaines, les majordomes rééduqués lui ont dit de la fermer et de marcher. Habituée à commander, elle n'avait pas l'habitude que les gens haussent le ton avec elle. Elle n'arrêtait pas de radoter sur la punition de ceux qui s'opposaient à elle, pour ne s'arrêter que lorsque la porte du bureau de Lucian s'est ouverte. Devant elle se déroulait une scène ridicule. Les servantes et les majordomes sous son influence avaient été forcés de s'agenouiller sur le sol pour réfléchir à leurs erreurs. La peur qu'ils ressentaient pour Jenny a été supplantée par la terreur que Hugo leur a montrée. Pendant ce temps, le troisième jeune seigneur se tenait près du rebord de la fenêtre, les mains derrière le dos, cultivant son aura et son prestige. Il se tourna vers la servante en chef maîtrisée et lui fit un sourire et un signe de la main. Il est heureux de voir que ses employés font enfin leur travail correctement. Lucian remarqua la marque de gifle sur sa joue et excusa l'enthousiasme du garçon. Jenny explosa de colère, convaincue que son insignifiant jeune maître ne pourrait pas s'en tirer en la traitant de la sorte. Elle refusa de plier devant Lucian, comme tous les autres, et répéta que son jeune maître, Jordi, ne laisserait jamais passer cette manigance. Elle a eu l'audace de déclarer que s'il s'arrêtait maintenant, elle laisserait l'incite d'aujourd'hui se terminer sans répercussions graves. Tout ce que Lucian put faire fut de rire. Il attrapa nonchalamment le fouet sur son bureau et se dirigea vers la servante indisciplinée. Pourquoi mettre fin à une si bonne chose alors qu'on ne fait que commencer? La journée ne fait que commencer, et sa main le démange. Il a encouragé la servante en chef Jenny à dire tout ce qu'elle voulait.
Elle ferait mieux de vider son sac tant qu'elle le peut encore car avant la fin de la journée, elle frappera aux portes de l'enfer. L'exécution est une méthode utilisée depuis l'Antiquité pour avertir les malfaiteurs. C'est à la fois spectaculaire et efficace. La lame a une justification, une cible claire, et surtout, elle laisse une impression durable à ceux qui assistent à sa chute. En d'autres termes, c'est un rituel qui a fait ses preuves. Luciane s'approche de la servante en chef Jenny, son fouet à la main. Elle le foudroya du regard, pleine de mépris et de dégoût. Il la regarda avec apathie, son regard sans le moindre frémissement. Aujourd'hui, il peut signaler au grand-duc que le faible et pathétique troisième fils n'existe plus. Il appela ses majordomes d'un signe du doigt. Ils attrapèrent fermement Jenny pour la maintenir en place et la forcèrent à s'agenouiller. La femme qui, il y a quelques instants encore, avait le contrôle total de la maison était maintenant immobilisée, incapable de bouger. Même dans une position aussi compromise, elle osa s'élever contre Luciane, refusant de croire que le garçon n'aurait pas le cran de mettre ses menaces à exécution. Elle croit fermement que si quelqu'un lui fait la moindre égratignure, le jeune maître Jordi ne restera pas les bras croisés. Jenny se vanta du fait que sa mère était la nourrice de Jordi. Ils ont grandi ensemble comme frères et sœurs. À ce stade, Luciane s'était lassée de ses avertissements vains. C'est sa dernière chance de se repentir, pourtant elle insiste à répéter la même rengaine encore et encore. Si elle meurt en psalmodiant inutilement le nom du frère de Luciane jusqu'à la fin, ne serait-ce pas une existence bien risible? Si Jenny a d'autres cartes dans sa manche, ce serait le moment de les jouer. Tel un disque rayé, elle continue de jacasser sur ce que le jeune maître Jordi ferait. Luciane a dû intervenir et corriger sa vision erronée du monde. Il a déjà amplement de justifications pour la tuer. Elle est accusée d'insulte envers un noble, de négligence de ses devoirs, d'incitation et de détournement de fonds. Avec la liste des crimes qu'elle a commis, elle doit être folle pour croire que son petit lien de nourrice avec Jordi la sauverait. Elle se trompe lourdement sur sa place dans ce monde. Au mieux, le Jordi qu'elle ne cesse d'évoquer pourrait frapper Luciane quelquefois, et c'est tout. Et si le grand-duc intervient, il ne pourra même pas faire ça. Au contraire, leur père pourrait même récompenser Luciane pour avoir correctement géré un problème interne qui s'envenimait dans sa maison. Jenny doit oublier que Jordi n'est qu'un autre héritier du duché. Ce même titre appartient à la personne juste en face d'elle. Lors de leur première rencontre, Luciane lui a clairement donné une chance de clarifier les choses. Au lieu de cela, elle a choisi de monter sur ses grands chevaux avec un manque de respect flagrant. Elle a provoqué cette situation elle-même. Entendre le troisième jeune maître exposer les faits a brisé son illusion. Pour la première fois depuis qu'on l'avait amenée, Jenny trembla de peur. Désespérée de sauver sa peau, elle a admis ses torts et a supplié d'être épargnée. Malheureusement, elle n'aura qu'à s'estimer malchanceuse. Luciane a fait claquer ce fouet de toutes ses forces. Le son de la chair se déchirant et du sang giclant remplit le bureau. La nouvelle de la capture de Jenny parvint rapidement aux oreilles du deuxième jeune maître. Accompagné de ses chevaliers, Jordi se précipita vers le bureau de Luciane. L'inquiétude était évidente sur son visage. Il n'arrivait pas à croire que son petit frère inutile prendrait des mesures aussi drastiques. Il y a quelques jours à peine, il avait appris de Jenny que le gamin s'était retiré après avoir été humilié dans les quartiers des serviteurs. Maintenant, il menace de tuer quiconque s'oppose à lui. Ce n'est pas la seule chose qui intrigue Jordi. Au cas où quelque chose comme ça arriverait, il avait placé des gens dans la résidence annexe de Luciane. Ses serviteurs infiltrés auraient dû faire de leur mieux pour arrêter Luciane, en prenant le parti de Jenny, mais la situation a atteint un point de non-retour. En une seule journée, Luciane a pris le contrôle de toute l'annexe, y compris de ceux qui étaient censés répondre à Jordi. Les chevaliers ont assuré à leur jeune maître que les rapports devaient être erronés, et qu'il devrait se calmer un instant. Ils pensent que le lâche Luciane n'a pas le tempérament de faire du mal à qui que ce soit. Surtout, ils croient toujours que le troisième jeune maître craint leur seigneur Jordi plus que tout au monde. En entendant les faits présumés, Jordi se calma. Ce fut jusqu'à ce qu'il entende le bruit d'un fouet déchirant la chair et le cri d'agonie qui s'ensuivit. Jordi ouvrit brutalement la porte du bureau de Luciane d'un coup. Ses yeux se sont immédiatement tournés vers le fouet, qui goûtait de sang frais sur le sol. Luciane se tenait derrière Jenny. Son dos était couvert d'horribles lacérations et le sang coulait librement de ses plaies fraîches. C'était une vision que Jordi n'aurait jamais pu imaginer, même en 1 million d'années. Même Jordi le cruel fut décontenancé par une scène aussi douloureuse. Quand il a fait connaître sa présence, Luciane a simplement demandé ce qui amenait son estimé frère sur son territoire. Il s'excusa de ne pas les recevoir convenablement. Il est juste un peu occupé en ce moment, alors Jordi et son chevalier peuvent simplement revenir plus tard. Déraciner la source de la désobéissance dans sa maison pourrait être difficile à supporter pour certains. Ignorant la présence de son frère, il demanda à Hugo de redresser Jenny une fois de plus. Le deuxième jeune maître ordonna à ses chevaliers, Oliver et Ger, d'intervenir et d'amener Jenny à ses côtés immédiatement. Oliver et Ger obéirent à l'appel de leur maître et se précipitèrent en avant. En réponse, Luciane donna à Hugo un ordre sinistre. Si quiconque ose s'approcher à moins de 3 pas de sa position, Hugo est libre de trancher la gorge de la servante en chef. Luciane assumerait volontiers toute la responsabilité des conséquences. En voyant ses yeux déments, Oliver et Ger s'arrêtèrent promptement. Une lame acérée à la main, Hugo assura son patron qu'il s'occuperait de l'égorgement, afin que le jeune maître Luciane puisse être tranquille. La pointe de la lame effleura la chair de Jenny,
faisant couler plus de sang. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'appeler son cher seigneur Jordi. Le deuxième jeune maître implora le requin noir de lâcher immédiatement le poignard. Il déclara que s'il n'obéissait pas à ses ordres, non seulement la tête des Hugo serait tranchée, mais aussi celle de toute sa famille. Leur tête coupée serait pendue au mur de la ville. Hugo ne s'y a même pas face à la menace dérisoire de Jordi. Son maître est le seigneur Lucian. Il n'a aucune raison d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive plus tard, il accomplira son devoir et suivra la volonté de son maître. Jordi réalisa immédiatement qu'il n'avait aucun pouvoir dans cette situation. Il redirigea sa question vers Lucian, confrontant son petit frère sur ce que Jenny avait fait pour mériter un traitement aussi sévère. Le seigneur Lucian énuméra rapidement ses crimes, insultes à ses supérieurs, désobéissance aux ordres et ingérence dans le budget de la maison. Il ne fait qu'imposer une punition appropriée. Il exhorta son frère à reprendre ses esprits et à distinguer en conséquence les affaires publiques des affaires privées. Ce faisant, il plaça Jordi dans une position impossible. Selon la structure de succession actuelle de la maison Valdec, le premier héritier est le seigneur Tristan Valdec. Juste après lui se trouve le deuxième jeune maître, Jordi Valdec. Une lutte de pouvoir à deux s'est installée. En d'autres termes, jusqu'à la confrontation finale, le plus important pour Jordi est de consolider sa base de pouvoir. Sa récente humiliation publique aux mains de son petit frère lui a causé quelques pertes. Il a dû chasser un chevalier proche, Hendrik. S'il ne parvient pas à protéger Jenny, qui est pratiquement considéré comme son bras droit, cela déstabilisera sa position dans la course à la succession. Son incompétence marquerait un tournant, menant à la méfiance et à des fissures qui pourraient facilement se former et se propager parmi ses partisans. En d'autres termes, il était complètement échec et mat. Réalisant cela, Jordi céda à Lucian et demanda sincèrement que Jenny soit épargnée. Ses chevaliers, Hans, et tous les serviteurs dans la pièce étaient stupéfaits. Mais Hugo était d'une autre trempe. Il gardait les yeux sur l'objectif et ses mains sur la lame. Lucian trouvait la grandiloquence de son frère ridicule. Un seul mot de ce salaud n'est pas suffisant pour étouffer cette affaire. Après avoir laissé quelqu'un saccager sa précieuse maisonnée, de simples mots ne suffiront pas. Jordi doit penser que sa langue est plaquée or ou quelque chose du genre. Une fois de plus, il a prouvé que tous les nobles sont les mêmes. Pour l'instant, il joua le jeu. Il demanda à Jordi ce que céder signifiait pour lui. Il n'y a rien à gagner dans ce scénario. Lucian ne fait que remplir son devoir de troisième jeune maître, rien de plus. De plus, la gouvernante a commis des crimes qui n'épargnent personne, quel que soit son statut. S'il se contente d'étouffer cette affaire et de passer à autre chose, que pensera-t-on de la famille Valdec? Lucian prétendit qu'il aimerait lui aussi laisser ses affaires de côté, mais que ses mains étaient liées par la loi. Il lui manque simplement la justification pour aller à contre-courant et ignorer des infractions flagrantes. Jordi grinça des dents et serra le poing. Il pressa Lucian d'arrêter de tourner autour du pot et de formuler ses exigences. Le troisième jeune maître cita que depuis l'Antiquité, mettre la main sur la richesse d'autrui était généralement puni de la même manière. Peut-être serait-il disposé à laisser tomber cette affaire si l'accusé rendait plusieurs fois le montant volé. Pour un prix satisfaisant, Lucian pourrait trouver en lui la force de pardonner et d'oublier. C'est à Jordi de cracher une somme exorbitante. Une fois l'agitation retombée, les choses retournèrent à la normale dans la maison Valdec. On peut voir le grand-duc Sigmund Valdec réfléchir à ce qui s'est passé entre ses fils. Le majordome en chef Edwin lui a fait un rapport complet sur ce qui s'est passé et sur la façon dont l'incident a été clos. Au début, le duc ressentit le besoin de vérifier si chaque mot du rapport était exact. C'est Edwin qui a vérifié le rapport d'Incide, donc Sigmund pouvait être certain qu'il était factuel. Finalement, Jordi accepta de payer à Lucian une somme considérable, 10 fois le montant de l'allocation volée. Le rapport d'Edwin incluait également la nouvelle recrue du jeune maître Lucian, nommé Hugo, qui a rapidement débusqué tous les espions placés dans l'annexe de Lucian. En conséquence, le troisième jeune maître a repris le contrôle total de sa demeure, en faisant un lieu mieux gardé que n'importe quelle autre zone du château. Après avoir rencontré Edwin et mis les faits au clair, le grand-duc Sigmund a convoqué Lucian pour une conversation. Répondant à l'appel de son père, le troisième jeune maître se rendit au bureau de son père dès qu'il le put. Sigmund jeta un coup d'œil à son fils et sentit que son regard était différent d'avant. Le grand-duc l'interrogea sur le chahut qu'il avait récemment provoqué, et Lucian corrigea son père en affirmant que ce n'était pas un simple chahut. Il a simplement éduqué des serviteurs qui ne reconnaissaient même pas l'autorité de leur maître. Mais ce faisant, il a fait perdre la face à son frère. Sigmund l'a prévenu que Jordi n'oublierait pas cet incident de sitôt. Il n'est pas sûr que son troisième fils puisse supporter la pression. Lucian a réfuté l'idée qu'il y ait quoi que ce soit à supporter ou non. Il s'en tient à la version selon laquelle il n'a fait que maintenir la hiérarchie et l'ordre, comme le font les nobles. S'il évite un devoir aussi évident par peur des conséquences futures, comment oserait-il porter le nom de Valdec avec fierté? Il a simplement fait un choix qui ne fera pas honte au nom de leur famille. Son père sembla apprécier sa réponse. Le grand-duc l'a averti que Jordi continuerait à chercher la bagarre à l'avenir. C'est le droit de Lucian de riposter si cela se produit. Cependant, il doit garder à l'esprit de ne pas envenimer les conflits au point de nuire à la maison et à leur réputation. Sigmund a également souligné qu'il se rangerait du côté de Jordi, peu importe qui avait raison ou tort. Lucian a protesté à juste titre contre un parti pris aussi évident.
Son père lui a simplement dit de ne pas être surpris par cette décision. Jordi est peut-être parfois hâtif, mais c'est un leader compétent qui contribue de manière significative à la maison. En revanche, Lucian a gâché une année entière, à dépérir au lieu d'accumuler des mérites. En tant que chef de famille, protéger quelqu'un qui contribue activement à la maisonnée est l'ordre naturel des choses. Ses paroles pouvaient sembler dures, mais Lucian pouvait lire entre les lignes. S'il ne se trompe pas, on dirait que son père lui dit de passer par-dessus son frère et de gravir les échelons. Le grand-duc Sigmund veut qu'il se renforce et contribue activement à la maison Waldeck. Fait cela, et il trouvera la réponse à ses questions. Lucian comprit que cet homme essayait d'attiser son sentiment de crise, pour le faire courir plus vite. S'il fait une déclaration aussi définitive à ce stade, cela signifie que la structure de la succession sera bientôt gravée dans le marbre. D'une manière détournée, il se sentit touché par le conseil indirect de son père de saisir chaque occasion pour s'élever au-dessus de ses autres frères avant qu'il ne soit trop tard. Il se demande si tous les pères sont comme ça. Si le grand-duc s'inquiète autant pour son enfant, Lucian décida de lui donner un os à ronger et de marquer des points au passage. Il glissa un document sur le bureau de son père et montra au grand-duc son prochain coup. Et c'en est un très gros. Le duc prit le document et lut son contenu. Alors qu'il analysait les faits ligne par ligne, la colère l'envahit lentement, sa main froissant le papier. Profondément troublé par ce qu'il venait de lire, il demanda précipitamment à son fils si l'information était vraiment exacte. Si Lucian a fabriqué le rapport par ambition de gagner du mérite, il doit parler maintenant. Mais chaque ligne de ce document est la vérité, sans un seul mensonge. De plus, il a déjà trouvé un informateur travaillant à la distribution des drogues sous les ordres du marquis Legrand. Il a exhorté son père à mener une enquête approfondie. À en juger par la réaction du grand-duc, il s'apprête à mener bien plus qu'une simple enquête. La pièce entière débordait de l'aura suffocante de Sigmund. Sa rage s'échappe sous forme de mana. Il maudit Bernard le Grand, cet éhonté fils de marquis. Un autre noble a osé souiller le territoire des Waldeck avec des substances dangereuses. Cette affaire ne peut rester sans réponse. Pour la toute première fois, Lucian a ressenti le pouvoir de l'épée qui protège l'Empire. On ne cherche pas des noix au maître de la maison Waldeck. À ce rythme, il pourrait même recevoir des coups perdus. Devançant la colère de son père, Lucian osa prendre la parole à nouveau. Il anticipait que même s'il rapportait l'affaire à l'empereur, la maison Legrand aurait assez de temps pour sacrifier un pion et échapper à la punition. Toute implication s'est faite par le biais de sociétés commerciales subalternes, la guilde marchande de Bajawan. En apparence, il n'y a aucune trace de la participation directe du marquisat. De plus, insister et creuser davantage ne ferait qu'empirer les choses. Actuellement, l'empereur se méfie des conflits entre factions, et l'Empire s'immiscera inévitablement au cœur du problème pour servir de médiateur et intervenir. S'étant un peu calmé, Sigmund fut impressionné par le sens politique aiguisé de son fils. Lucian estimait que malgré un tel acte illégal contre leur grande maison, le marquis Legrand s'en tirerait avec une tape sur les doigts, perdrait peut-être quelques fonds, et c'est tout. Pour avoir osé commettre un crime de trahison contre la maison Waldeck, ne devrait-il pas au moins lui couper un bras? Après avoir brièvement réfléchi à la suggestion de son fils, le grand-duc s'assit et maîtrisa ses émotions. Il voulait entendre en détail comment le gamin gérerait une situation aussi délicate. Heureusement, Lucian s'était préparé. Il avait déjà trouvé un moyen de piéger le marquis. Le plan implique un initié qui a récemment rallié son camp, à savoir Hugo. L'homme n'a pas de titre, mais a gagné la profonde confiance de Legrand, gravissant rapidement les échelons jusqu'au niveau exécutif. Sigmund se souvint d'avoir entendu parler de cet étranger dans le rapport détaillé du majordome. Il ne pouvait s'empêcher de penser que son fils avait anticipé la situation depuis le début. Utiliser un traître pour tendre un piège en retour semble certainement séduisant. Du point de vue du marquisat, il serait difficile d'imaginer une trahison de la part d'un dirigeant loyal. Lucian avait déjà préparé le terrain pour faire croire que la production de la drogue se déroulait sans accroc. Avant longtemps, une figure clé de Legrand devra intervenir directement. Compte tenu des implications politiques de ce plan, l'affaire ne peut être prise à la légère. La manœuvre de Lucian semble idéale, mais le plan a une faille énorme. Il mise essentiellement tout sur une seule variable, un traître des bas-fonds. Le grand-duc rappela à son fils que la nature humaine ne peut être surmontée. Ils ne peuvent pas faire un seul pas aux côtés de quelqu'un de peu fiable. Lucian a soutenu que ce n'est pas en l'homme lui-même qu'il a confiance, mais plutôt dans le désir qu'il habite. Hugo est un homme qui ferait n'importe quoi pour devenir chevalier, pour que son nom soit connu dans tout l'Empire. Il est profondément motivé à graver son nom dans les annales de l'histoire. Il pouvait compter sur un homme qui désire un rêve à la folie. Lucian est prêt à placer sa foi dans ce rêve, car il était aussi un grand rêveur dans sa vie antérieure. C'est une raison vraiment sentimentale, que le grand-duc semblait hésiter à soutenir. Si la manœuvre échoue, Lucian n'a aucune intention de fuir ses responsabilités. L'erreur de son subordonné retombe finalement sur lui. Même s'il doit risquer sa vie, il est prêt à tenter sa chance. Sigmund pouvait voir que son garçon pensait chaque mot qu'il disait. Pour l'instant, il a l'intention de réfléchir à l'idée. Une fois que le corps de Lucian sera rétabli, il charge le garçon de se rendre au terrain d'entraînement. Le grand-duc le jugea enfin digne de l'épée cœur de lion. Désormais, Lucian sera officiellement reconnu comme l'un des candidats à la succession du chef de famille. Plus tard cette nuit-là,
Sigmund fit des heures supplémentaires dans sa bibliothèque. Il a rapporté à Edwin ce dont il avait discuté avec Luciane, et le majordome s'est excusé pour cet énorme oubli. Le vieil homme avait honte qu'une chose aussi odieuse se passe à Kelheim, le cœur de la maison Waldeck, à son insu. Le grand-duc a assumé la responsabilité d'avoir fait en sorte que Edwin se concentre uniquement sur les questions frontalières. Le majordome est déjà surchargé tel quel. Ils ont eu de la chance que Luciane ait découvert ce scandale avant qu'il ne dégénère. Après tout, Bernard le Grand a mis tous ses efforts pour cacher son jeu. Le but de cette drogue n'était pas le profit ou l'expansion du pouvoir. Il y avait une forte intention de ternir spécifiquement l'honneur de la maison Waldeck. Les Legrand ont probablement l'intention d'utiliser de telles tactiques déloyales comme excuse pour monter des complots plus tard. Malgré leur connaissance de l'état actuel de l'Empire, certains nobles sont encore aveuglés par la politique. Plus important encore, Sigmund voulait un rapport plus approfondi sur l'homme nommé Hugo. Selon les recherches d'Edwin, Hugo n'est en apparence qu'un simple voyou qui gère une salle de jeu. En réalité, il était le chef d'une nouvelle organisation qui prenait rapidement le contrôle de la pègre. Sur le papier, il n'est pas le genre d'homme à servir sous les ordres de quelqu'un, ce qui rend l'exploit du troisième fils d'avoir dompté le requin noir encore plus impressionnant. Edwin attribuait une manœuvre aussi magistrale à l'incroyable croissance de Luciane. Pour une raison quelconque, le grand-duc ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans le changement de Luciane qu'il n'y paraissait. Hugo s'est imposé et a prospéré dans la pègre, où la ruse et la cruauté prévalaient. S'il avait été un pigeon qui se fiait à des paroles creuses sur la réalisation d'un rêve d'enfant, il aurait été piétiné à mort depuis longtemps. Ce criminel malin a dû voir le vrai potentiel de Luciane en tant que seigneur pour qui il valait la peine de risquer sa vie. C'est plus tôt que prévu, mais puisque Luciane continue de montrer ses talents, Sigmund a jugé bon d'ouvrir la voie en conséquence. À partir de demain, le grand-duc prévoit de transmettre la technique secrète de la famille au troisième fils oublié. Quant à son instructeur d'escrime, Sigmund a déjà quelqu'un en tête, Sir Isen, un nom que tous les épéistes de l'Empire connaissent. Il est dommage de troubler la paix du vieil homme dans ces dernières années, mais prendre Luciane sous son aile sera certainement une période enrichissante pour lui aussi. Il est temps de sortir Sir Isen de sa retraite d'entraînement solitaire. La nouvelle de la reconnaissance officielle de Luciane comme l'un des prétendants à la succession du chef de famille a été envoyée à sa résidence. Hans n'arrivait pas à croire que le jeune maître, qui était dans un état lamentable il n'y a pas si longtemps, avait complètement changé de vie. Le serviteur personnel s'est accroché à Luciane comme un enfant en pleurs. Hugo a dû intervenir et le soulever comme s'il ne pesait rien. Malgré la différence de taille et d'expérience, Hugo s'adresse respectueusement à Hans en l'appelant son aîné. Le requin noir estimait qu'étant donné le talent du jeune maître, être choisi pour être le prochain sur la liste n'était que naturel. Considérant le chemin que leur maître empruntera à l'avenir, il a exhorté son aîné Hans à agir en conséquence en tant que bras droit de Luciane. Être appelé le bras droit du jeune maître a rempli l'esprit de Hans de pensées glorieuses. Il ne pouvait s'empêcher de sourire jusqu'aux oreilles tout en prétendant humblement qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Avec un cadet aussi capable que Hugo dans les parages, il n'oserait pas revendiquer ce titre. Hugo a joué le jeu de la fausse modestie de Hans, le couvrant de flatterie tout en le soulevant comme un enfant. La façon dont le requin noir gérait Hans montrait bien la différence qu'un employé expérimenté pouvait apporter. Luciane a pris la parole pour soutenir les propos de Hugo. Avant que la nouvelle ne soit officiellement annoncée au reste de la famille, Hans et Hugo ont été les premiers à l'apprendre de Luciane. Il doit admettre que la nature douce de Hans peut parfois être perçue comme une faiblesse. Malgré cela, le gamin se soucie sincèrement de son jeune maître. Il a le courage de rester fermement aux côtés de Luciane dans les pires moments. S'il acquiert plus d'expérience et continue de grandir, il a le potentiel d'exceller dans la gestion des affaires internes. Il deviendra une arrière-garde plus fiable que n'importe qui d'autre. Quant à Hugo, ses capacités sont indiscutables. Luciane a juste besoin de lui ouvrir la voie vers la chevalerie. S'il peut faire cela, les capacités de Hugo seront exploitées au maximum. Le requin noir deviendra une pièce encore plus précieuse à l'avenir, agissant comme l'épée la plus puissante de Luciane. Pour le moment, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité en ce qui concerne son cercle intime. Construire son entourage un par un, du mieux qu'il peut, c'est ainsi qu'il gagnera. Avec l'annonce du statut élevé de Luciane, les choses vont devenir beaucoup plus mouvementées. Il ne pourra pas affronter seul le voyage qui l'attend. Mais avec ces deux-là à ses côtés, il devrait être capable d'accéder à un avenir meilleur. Hugo a juré de ne jamais le décevoir. Le poids de son serment était palpable. Hans a aussi promis d'être fiable, comme toujours. Dès le lendemain, Luciane se réveilla tôt, impatient d'entrer sur le terrain d'entraînement. Seul au milieu de l'arène, il s'imprégna de la vue et de l'atmosphère. Luciane ferma les yeux et contempla sa vie passée. À l'époque, il avait cherché avec ferveur une chose aux quatre coins du continent. Il avait bravé les régions les plus rudes de l'Empire pour chercher l'essence des arts martiaux ancestraux, réputé capable d'élever un épéiste à un niveau supérieur. Il était obsédé par l'idée des formes d'épée. Parmi les innombrables formes d'épée existantes, il y a un niveau supérieur, les formes d'épée avancées. Il s'est battu comme un chien. Mais à la fin de sa quête, ce qu'il trouva ne fut ni la forme d'épée avancée qu'il désirait désespérément, ni la forme d'épée intermédiaire pratiquée par les capitaines chevaliers. Tout ce qu'il obtint pour ses efforts fut une version dégradée utilisée par les chevaliers novices.
Il fut frappé par la dure vérité que le vrai pouvoir ne peut être atteint sans sang noble. Même la maigre chance d'apprendre une forme d'épée dégradée en tant que simple mercenaire pouvait déjà être considérée comme un énorme coup de chance. Chaque fois qu'il échouait à protéger les membres de son escouade sur le champ de bataille, cela lui rappelait à quel point il était insignifiant. Il était de plus torturé par la soif et le désir d'une véritable forme d'épée. Ce qu'il désirait si ardemment dans le passé est maintenant à sa portée. Transmise uniquement aux candidats à la succession de la famille Valdec et à leurs plus proches conseillers, se trouve une forme d'épée ancienne qui surpasse de loin même les formes d'épée avancées. Aujourd'hui est le jour où il aura la chance d'apprendre la convoitée épée du cœur de lion. Son esprit s'emballait de possibilités. Quel grand épéiste peut-il vraiment devenir? Sachant qu'il était à 2 doigts de réaliser son rêve, il se sentit nerveux avant même de commencer. La leçon est encore loin. Il est tellement excité depuis l'aube qu'il fait les 100 pas dans l'arène depuis des heures. Il ferait bien mieux d'utiliser son temps pour calmer son esprit avec la circulation du mana avant que la leçon ne commence. Dans sa vie antérieure, sans formation adéquate, il a appris l'escrime en volant ou en assemblant des fragments de connaissances. Il n'a jamais eu quelqu'un qu'il pouvait appeler un maître. Jour après jour, il apprécie de plus en plus la seconde chance unique dans la vie qui lui a été donnée. Lucian s'assit au milieu de l'arène, les jambes croisées en position de méditation. À son insu, quelqu'un l'observait d'en haut, cette personne observait silencieusement Lucian alors qu'il méditait dans un silence complet. Ce n'était nul autre que Sirézan. Il l'observe depuis un moment déjà, pourtant la concentration du garçon n'a pas faibli du tout. Il a supposé que quelque chose avait dû pousser le troisième jeune maître à se défaire de son ancien lui. Le garçon qui ne faisait que se recroqueviller et se cacher était devenu un homme discipliné. Au début, Sirézan fut surpris par la convocation du grand-duc avec une offre d'emploi pour servir d'instructeur d'escrime à Lucian. Le duc Sigmund a admis qu'il avait presque abandonné l'enfant auparavant. Il pensait qu'il n'y avait aucun espoir. Mais en regardant la version actuelle de Lucian, il pouvait déceler de nombreux aspects précieux chez le gamin. Le grand-duc présenta le travail comme une brève distraction pour le vieil homme. Sirézan faisait confiance à l'œil de Sigmund pour reconnaître les talents extraordinaires. Mais plus que le talent, autre chose fascinait le grand-duc. Ce qui le surprit vraiment, c'était l'état d'esprit de Lucian. Il ne peut pas le formuler avec des mots, mais il était certain que Sirézan comprendrait ce qu'il voulait dire une fois qu'il verrait le garçon en personne. De retour au présent, le sein de LP est embrunté et témoin de ce dont Sigmund parlait précisément. Dans ce monde, un sein de LP est un surhomme qui a atteint les limites supérieures de la circulation, les rares qui ont débloqué l'éveil complet. C'est un titre suprême accordé à ceux qui ont atteint le summum absolu de l'escrime. Dans la longue histoire de l'Empire, seuls quelques rares ont atteint ce sommet. Pour les épéistes de tout l'Empire, ils ne sont rien de moins qu'un dieu. Une telle figure légendaire se tient devant Lucian. La mâchoire du jeune maître tomba jusqu'au sol. Après tout, on ne rencontre pas un dieu tous les jours. Le sein de LP embrunté ressemble à un vieil homme avec une tête pleine de cheveux blancs, vêtu d'une tenue d'entraînement décontractée. Il fit une révérence polie à Lucian. Cela faisait quelques années qu'il ne s'était pas vu pour la dernière fois, au banquet d'anniversaire de Lucian. Il se présenta courtoisement comme s'il n'était pas l'un des combattants les plus reconnaissables du royaume. Hans a bien mentionné que Lucian avait été chargé d'apprendre l'escrime d'un chevalier qui avait servi la maison Valdec pendant 2 générations. Son serviteur a commodément omis la partie où ce chevalier est le foutu sein de LP. Lucian a dû s'empêcher de faire son fan et a rendu la politesse avec une noble révérence, exprimant le grand honneur que ce serait d'apprendre du sein de LP lui-même. Ezan gloussa en entendant un salut si guindé. Il insista sur le fait qu'il n'était plus qu'un simple vieil homme caché derrière un titre exagéré. De plus, un candidat pour devenir le prochain chef d'une grande maison ne devrait pas baisser la tête si facilement. Lucian a soutenu que même s'il est de son devoir de préserver la dignité de la famille, il ne manquerait jamais à son étiquette envers quelqu'un d'aussi estimé que le sein de LP. Indépendamment de leur rôle de maître et de vassal, Ezan est un homme digne du plus grand respect. Voir le gamin avoir des étoiles dans les yeux a mis le vieil homme un peu mal à l'aise. Il céda et laissa le jeune seigneur procéder comme il le jugeait le plus confortable. Sans perdre une seconde de plus, la première session de leur entraînement commença officiellement. Ezan a demandé à Lucian de faire des tours de course sur le terrain d'entraînement extérieur. Avant qu'il ne puisse finir de donner la première mission, le jeune seigneur se préparait déjà à courir. Avec le plus grand enthousiasme, il attendit le feu vert de son instructeur. Étonné par son empressement, le vieil homme lui demanda d'attendre un moment. Ezan était confus quant à la raison pour laquelle le gamin ne posait aucune question. Pourquoi courait-il? Jusqu'où devait-il courir? Quelle est la signification de cet exercice spécifique? La plupart des enfants nobles le bombarderaient des mêmes vieilles questions avant de se lancer à fond. Bien sûr, Lucian était curieux, mais il a supposé qu'on lui avait ordonné de courir parce que c'était nécessaire. Il croit qu'un disciple devrait simplement suivre la parole de son maître et faire confiance au processus. Ezan nota la nette différence dans le regard de Lucian par rapport à celui des autres jeunes seigneurs. L'enfant possède un désir pur et honnête pour l'épée. Il comprend enfin ce que le duc voulait dire lors de cette réunion. Sans plus de pause, il donna à Lucian le signal de se déchaîner et de faire ses tours de piste. Avec un sourire passionné sur son visage, Lucian s'avança sur le terrain d'entraînement ensoleillé. Pendant qu'il faisait le tour du terrain, Ezan l'observait tranquillement de loin. Lucian prenait très au sérieux la simple tâche de courir en rond.
Chacun de ses pas était régulier, augmentant progressivement en vitesse. En vérité, il y avait une autre raison pour laquelle il avait suivi l'ordre de Maître Aisan sans une seconde d'hésitation. Il avait déjà déduit le véritable but de cette course. On lui a donné une tâche physique banale pour évaluer son aptitude en tant que disciple. En d'autres termes, c'est un test pour voir s'il a l'étincelle. Lucian le sait parce qu'il utilisait une tactique similaire lorsqu'il était capitaine de mercenaires. Il donnait aux nouvelles recrues des tâches triviales, des corvées que personne d'autre ne voulait faire, et observait depuis la touche. Juste en observant leur réaction et leur attitude face à la tâche subalterne, un maître peut en apprendre beaucoup sur un novice. Prêt à réussir ce test simple, Lucian montra sa détermination en se donnant à 100% dans l'entreprise. Il est resté conscient que Aisan observait chacune de ses micro-décisions. Comme il avait déjà montré au sein de LEP son état d'esprit impeccable avec une réponse assez décente, il ne restait plus qu'une chose à prouver. C'est le cran. Aujourd'hui, Lucian a l'intention de courir jusqu'à ce que ses jambes le lâchent et qu'il s'effondre inévitablement. C'était le plan. Mais après une heure d'exercice, il commença à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. Il courait à plein régime depuis 60 minutes maintenant, mais il ne ressentait aucune trace de fatigue. Au contraire, plus il courait, mieux il se sentait. À chaque tour du terrain d'entraînement, son corps se sentait un peu plus léger et agile. C'était une expérience vraiment bizarre. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour guérir son corps brisé est de consommer le nectar produit en masse. Le seul exercice qu'il ait fait sont ces petites promenades autour du château. À ce moment-là, même le maître épéiste remarqua l'anomalie. Il voulait seulement évaluer la condition physique générale du jeune seigneur. Il n'avait pas de grandes attentes, pourtant le garçon a fait preuve d'une endurance monstrueuse. Compte tenu du passé de Lucian, ce genre de performance défie toute logique. Pas une seule goutte de sueur n'avait perlé sur son corps. Sa respiration reste aussi calme qu'un lac immobile. Même pour des chevaliers qui ont entraîné leur mana pendant des années, ce niveau de sang-froid est inouï. Devenant impatient en observant passivement de loin, le maître épéiste réalisa quelque chose. Avant son arrivée, le jeune seigneur était assis dans une transe méditative. Pour confirmer son intuition, Maître Aisan entra sur le terrain d'un mouvement fluide. Il ordonna à Lucian de s'arrêter, mettant fin à l'exercice. Le jeune seigneur craignait qu'il ne se soit passé quelque chose ou qu'il ait fait une erreur. Devant lui, le maître épéiste exsudait du mana pur de tout son corps. Aisan voulait demander une chose au jeune seigneur avant de continuer. Il demanda si l'exercice que Lucian avait effectué plus tôt pour apaiser son corps et son esprit était de la circulation, et non une simple méditation. Ne voyant aucune raison de cacher ses pratiques, le jeune seigneur confirma l'intuition du maître épéiste. Il utilise la circulation du mana, car il n'y a rien de mieux pour éclaircir ses pensées. Ayant eu confirmation, Aisan demanda la permission d'examiner la condition physique de Lucian un instant. Il tint la main du garçon et suggéra à Lucian de rester immobile même s'il ressentait des sensations étranges. Avec une précision et un contrôle d'expert, Maître Aisan guida son mana pour qu'il pénètre progressivement le poignet du jeune seigneur. Ce faisant, il eut accès aux voies de circulation du garçon. L'examen dura un temps inconfortablement long. Finalement, le maître épéiste identifia la raison de l'endurance surhumaine de Lucian. Comme le vieil homme s'y attendait, le jeune seigneur Lucian avait déjà atteint le stade final de la circulation. Ils sont fondamentalement au même niveau, mais ce n'est pas tout. Le garçon avait atteint le domaine au-delà de la limite théorique que même un maître épéiste comme Aisan n'avait jamais pu atteindre. Cet enfant est en train d'ouvrir une nouvelle voie au-delà de ce que l'on croyait possible. Après avoir terminé l'examen, Aisan resta silencieusement immobile un instant. Il ramena doucement son mana dans son corps et lâcha la main du jeune seigneur. Les mains tremblantes, il demanda depuis combien de temps Lucian pratiquait la circulation et quand il avait atteint le stade final du processus. Le jeune seigneur était sincèrement stupéfait par cette question étrange, ignorant manifestement ce qu'il avait accompli. Selon l'évaluation du maître épéiste, la pureté de son mana était semblable à la neige fraîche sur un champ en hiver, pure et immaculée. Son noyau était parfaitement formé pour maximiser l'efficacité du mana, un peu comme une roue à aube en mouvement perpétuel. Il a atteint un domaine que seule une poignée de guerriers atteignent. Certaines personnes s'entraînent toute leur vie sans jamais pouvoir espérer le rattraper. Lucian s'attendait à quelque chose de ce genre, mais il ne pensait pas être déjà si proche de l'achèvement. Si c'est le cas, il n'est plus nécessaire de cacher quoi que ce soit à son nouveau maître. Il a une tonne de questions sur sa propre condition, des questions auxquelles seul quelqu'un comme le maître épéiste pourrait répondre. Lucian avoua qu'il y a environ un mois, il avait commencé à faire circuler intuitivement son mana et avait découvert que toutes ses voies étaient ouvertes depuis le début. Il avait entendu dire que la circulation était censée s'accompagner de douleurs et de blocages. Pourtant, il n'a ressenti aucune résistance ni gêne. Ce gamin a largement dépassé les attentes du maître épéiste. Considéré comme un génie, il n'a atteint le sommet qu'après des décennies d'endurance. En regardant le jeune seigneur, peut-être que les épéistes mythiques capables de fendre les montagnes et de séparer les mers n'étaient pas que des mythes. Peut-être qu'ils ont vraiment existé. Aisan devint sérieux et demanda la permission de parler franchement, au risque d'être insolent. Il demanda si le jeune seigneur Lucian envisagerait de renoncer à sa prétention au titre de successeur de la maison Waldeck pour emprunter une autre voie. Lucian fut effrayé par la suggestion du vieil homme. Pourquoi renoncerait-il à sa position de successeur nouvellement acquise? Il craignait qu'il y ait un problème avec son corps.
Peut-être qu'il ne peut pas apprendre les techniques d'épée ou que quelque chose de terrible pourrait arriver s'il utilise le mana. Ezan l'assura que c'était tout le contraire de ses inquiétudes. Il déclara sans détour que le corps de Lucian était l'incarnation du réceptacle idéal. Non seulement il peut pousser l'efficacité de son mana et de son corps au-delà des limites théoriques, mais il possède aussi le potentiel de voir au-delà du sommet et de briser le sens commun. En d'autres termes, si le jeune seigneur se concentrait uniquement sur le perfectionnement de son épée, devenir le maître épéiste serait à sa portée en un temps record. Pour un homme qui aspirait au sommet de l'escrime, s'entendre dire qu'il pouvait devenir un maître épéiste était un rêve devenu réalité. Il savait que le corps de Lucian était extraordinaire, mais cela dépassait de loin ses rêves les plus fous. Grâce à la chance de pouvoir apprendre l'épée du cœur de lion, Lucian pensait avoir trouvé le chemin pour réaliser ses rêves impossibles. Qui aurait cru qu'il avait le potentiel de voir au-delà de ce niveau, un chemin direct vers le sommet de l'épée? Étant donné que Ezan le faisait choisir entre la famille et le titre de maître épéiste plutôt que de suivre les deux voies simultanément, le processus devait être vraiment ardu. Maître Ezan confirma qu'il ne pouvait se concentrer que sur une seule voie. Pour être précis, le vieil homme n'a tout simplement plus beaucoup de temps à vivre en ce monde. Grâce au pouvoir de la circulation, il peut encore bouger ses vieux os bien qu'il ait près de 100 ans. Mais le temps nous rattrape tous. Il ne peut plus nier le vieillissement progressif de son corps physique. Pour tout transmettre au prochain maître épéiste de son vivant, même en se concentrant uniquement sur l'épée, le temps serait à peine suffisant. Si la mémoire de Lucian est bonne, le maître épéiste est censé mourir dans 8 ans. Il est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Dans son cœur, Lucian voulait accepter l'offre de maître Ezan et se concentrer uniquement sur l'épée. Cependant, l'ère du chaos à venir amènera un monde où la seule puissance martiale ne suffira pas pour s'en sortir. Ceux qui survivraient au pandémonium qui balayerait tout le continent possédaient la légitimité et la noblesse. Bien que le moment dont il rêvait se présentait à lui, il devait penser à la situation dans son ensemble. Il s'excusa auprès de Sir Ezan. Il choisit finalement de rester un Valdec jusqu'à la toute fin. Le maître épéiste lui a fait une offre bien au-delà de son statut actuel, un engagement qu'il ne peut accepter. Heureusement, le vieil homme comprit ses réserves. C'est lui qui avait mis le garçon dans une position si difficile. Il se lamenta d'avoir gâché sa jeunesse pour devenir avide maintenant qu'il est aux portes de la mort. D'une certaine manière, il voulait laisser un héritage durable à travers Lucian après sa mort. En voyant le vieil homme réfléchir à sa longue vie et à son héritage, une idée lui vint à l'esprit. Il demanda au maître épéiste ce qu'il ferait si quelqu'un d'autre avec un réel talent apparaissait, quelqu'un d'autre que lui. Loin du domaine Valdec, au milieu des bois, on pouvait entendre le bruit d'un cheval au galop. Chevauchant le puissant étalon se trouvait un jeune homme vêtu de tissu noble. Son entraînement à cheval fut interrompu par un serviteur qui accourait précipitamment sur le terrain. Le serviteur, haletant, apporta des nouvelles concernant le troisième fils de la famille Valdec. Le jeune noble arrêta son étalon brusquement. Il n'arrivait pas à croire que les histoires ridicules qu'il avait entendues étaient réellement vraies. Le quatrième fils de la maison Valdec, Joshua Valdec, refusait d'accepter que son crétin de frère soit reconnu comme un nouveau candidat visant le poste de chef de la maison. Son serviteur précisa que les rumeurs étaient confirmées. Son Altesse, le grand-duc, venait de faire l'annonce. De plus, le jeune seigneur Lucian suit un entraînement à l'épée sous la direction de Sir Ezan. Joshua était exaspéré. Toute sa vie, il n'a vu son frère que comme une nuisance. Il est déjà assez difficile de se constituer une base de soutien en étant pressé par ses deux frères aînés. Maintenant, même les factions noteront une nouvelle option à laquelle se rallier. Il aurait préféré que Lucian continue simplement de pourrir dans sa chambre. Son serviteur lui a conseillé de surveiller ses paroles. Comment Joshua pouvait-il rester calme alors que le soutien qu'il avait à peine rassemblé pouvait vaciller à tout moment? C'est déjà assez exaspérant de devoir appeler Lucian son grand frère alors qu'il n'y a que quelques mois de différence entre eux. La confirmation du troisième jeune seigneur comme candidat à la succession l'a poussé à bout. Il doit y avoir un moyen de montrer ses qualifications également. Comme Lucian avait récemment commencé à apprendre l'épée, il aurait bientôt besoin d'un partenaire d'entraînement. Il a chargé son serviteur de préparer 2 épées bien aiguisées. Joshua ne voulait pas de ces merdes en bois. Il lui fallait de l'acier véritable. Il n'aura qu'à montrer à son grand frère maladif que rien n'a changé. Le petit frère se prend pour le personnage principal. De retour sur le terrain d'entraînement, Lucian essaie de vendre l'idée d'un disciple alternatif au maître épéiste. Même s'il faudra peut-être un certain temps pour trouver le candidat idéal qu'il avait en tête, le talent de cet homme pourrait largement compenser le retard. Il a promis d'amener un élève digne d'accepter l'héritage de Sir Ezan, même dans 100 ans. Le vieil homme ne voulait pas laisser involontairement au jeune seigneur un si lourd fardeau. Il lui suffit qu'un enfant aussi talentueux pense à lui avec autant d'affection. Le maître épéiste remercia poliment le jeune seigneur pour ses paroles aimables et son offre. Comme prévu, la proposition de Lucian a dû paraître absurde aux vétérans chevronnés. Les soi-disant épéistes de renom n'attirent même pas son attention. Il est tout à fait naturel que Sir Ezan doute de l'affirmation de Lucian de pouvoir trouver un talent comparable au sien. Même si le maître épéiste a rejeté l'idée, le jeune seigneur a l'intention de tenir sa promesse. Si le corps de Lucian Valdec est un réceptacle divin reconnu par le maître épéiste, il doit aussi y avoir quelqu'un qui puisse rivaliser avec son potentiel. Dans le passé, malgré une faible stature physique et un manque d'entraînement formel à l'épée,
Il connaissait un homme capable de massacrer des bataillons de chevaliers entièrement équipés en un clin d'œil. Par pur instinct et talent, il est devenu l'incarnation de l'épée balayant les champs de bataille. Sa lame a goûté le sang d'innombrables ennemis bien qu'il ait été désavantagé dès la naissance. Un homme que Lucian respecte profondément, le démon de l'épée, Félix. Le jeune seigneur avait déjà jeté son dévolu sur le recrutement de Félix. Avec suffisamment d'entraînement, ce type pourrait devenir son plus puissant vassal. Il serait approprié de le placer sous la tutelle de Seraezan. La question de l'héritage mise à part, l'entraînement de Lucian ne peut pas prendre de retard. Le maître épéiste a sorti un mannequin d'entraînement et lui a tendu une épée en bois. Avant de commencer les leçons formelles sur les formes d'épée, le vieil homme voulait voir quel était le niveau de compétence actuel de Lucian. Contre le mannequin en bois, il doit effectuer une frappe verticale, une frappe horizontale et une frappe diagonale, dans cet ordre exact. Étant donné son expérience dans la pratique de la circulation, la manipulation du mana devrait être un jeu d'enfant. Pour le coup final, le maître épéiste veut voir Lucian se donner à fond avec un coup mortel infusé de mana. Tenir une épée pour la première fois dans un nouveau corps était une expérience étrange. Il devra contrôler consciemment sa force jusqu'à un certain point. Heureusement, l'ancien Lucian avait reçu des leçons d'épée quand il était enfant. Serrant fermement l'épée en bois, il se concentra sur le mannequin. Son regard s'aiguisa et tous les muscles de son corps se contractèrent. Utilisant sa force brute et sa technique, il a déclenché une frappe verticale dévastatrice. Il a immédiatement enchaîné cette attaque parfaite avec une frappe horizontale fluide. Pour compléter la trinité des angles, la frappe diagonale destructrice a conclu les bases. Finalement, il a commencé à préparer l'attaque que le maître épéiste voulait vraiment voir. Lucian a infusé son mana pur dans l'épée, rendant son bois aussi rigide et tranchant que l'acier. Ses yeux ont tracé la trajectoire de l'attaque avec une précision mortelle. Il a regardé le mannequin en bois comme s'il lui devait de l'argent. Balançant l'épée en bois de bas en haut, il a décapité le mannequin à distance. Le coup fatal a vidé l'air de l'arène alors que la tête coupée du mannequin en bois heurtait le sol. En 4 coups, il a montré au maître épéiste qu'il en avait dans le ventre. Il lui a fallu toute sa concentration et son énergie pour faire une démonstration. Comme c'était la première fois qu'il poussait son nouveau corps à ses limites, il se sentait insatisfait de sa performance, mais ce n'est pas si mal pour une démonstration de débutant. Lucian se demandait si Seraezan allait devenir encore plus exigeant maintenant. Étonnamment, le vieil homme est resté de marbre. Avec un petit rire, il admit que le jeune seigneur l'avait encore surpris. Pour décrire sa performance, il la qualifia de totalement pathétique. Le jeune seigneur pensait qu'il allait être couvert d'éloges pour ne recevoir qu'une insulte bien sentie. Seraezan ne connaît pas la raison, mais Lucian est bourré de mauvaises habitudes quand il manie l'épée. C'était comme s'il n'avait jamais appris les principes fondamentaux, les bases même de l'escrime. En termes plus simples, il se bat comme un mercenaire qui ne cherche qu'à survivre. Il se concentre uniquement sur la puissance et la vitesse. L'équilibre entre son corps et son mana était mauvais. Pour ces raisons, le tranchant naturel de l'épée est émoussé et de larges ouvertures apparaissent entre chaque mouvement. De plus, il a mis un temps embarrassant à infuser l'épée de mana pour le coup final. D'après les calculs de Lucian, il a canalisé le mana dans la lame en 1 ou 2 secondes, tout au plus. Il doit reconnaître que ces 1 ou 2 secondes de vulnérabilité sont plus que suffisantes pour qu'un adversaire décent lui prenne la tête. Dans le cas du maître épéiste, il n'a besoin que d'une fraction de ce temps pour décapiter le jeune seigneur. Pour cette première leçon, Lucian doit commencer par comprendre le poids de quelques secondes dans un combat. Cet instant fugace pourrait être le facteur décisif entre la victoire et la mort. Il n'a même pas réalisé que le vieil homme avait bougé jusqu'à ce que la pointe de son bois touche le cou de Lucian. Lucian fut forcé de reconnaître qu'il y a des niveaux à ce jeu. C'était un idiot. Il aurait pu mourir une deuxième fois sans même s'en rendre compte. Il était trop occupé à profiter de la belle vie d'un jeune seigneur de haute naissance, ce qui l'a rendu complaisant. Avec la plus grande sincérité, Lucian a juré de prendre cette précieuse leçon à cœur et de travailler sans relâche pour corriger d'abord ses mauvaises habitudes et son état d'esprit. Seraezan rumina sagement que même un corps doué ne peut jamais être omnipotent. On ne peut pas vaincre un utilisateur de mana expérimenté en se fiant uniquement à la force brute. La dissonance entre le corps et le mana entraîne un gaspillage d'énergie. Cela crée des failles exploitables et invite au désastre. Pour libérer la véritable puissance d'une lame, les forces internes et externes doivent former un seul flux. La véritable puissance naît de cette harmonie. Pour le démontrer, le vieil homme a déclenché une simple frappe rapide comme l'éclair contre le mannequin en bois. Au début, il semblait que son attaque n'avait pas laissé la moindre égratignure sur la surface du mannequin. Puis soudain, le tout a éclaté en 1 million de petits morceaux s'éparpillant dans toute l'arène. C'est la voie de l'épée que le jeune seigneur doit suivre à partir de maintenant. Quelques jours se sont écoulés depuis leur première séance d'entraînement. Le maître et l'élève sont passés de l'entraînement sur mannequin à des combats d'entraînement pratiques. Tandis que Lucian se donne à fond à chaque attaque, Seraezan bloque exclusivement avec une seule main. Même avec ce handicap, le vieil homme continue de lui enseigner une combinaison de théorie et de pratique. Il rappelait constamment au jeune seigneur que le flux de mana ne devait jamais être interrompu. L'entraînement physique aiguise les mouvements. L'objectif est d'atteindre un niveau de contrôle instinctif du mana semblable à la respiration. Tout en utilisant le mana pour renforcer constamment le corps, il doit réserver assez de puissance pour être canalisé ailleurs à tout moment. S'il peut se concentrer au laser sur le bon endroit au bon moment,
Lucian sera inarrêtable. Intégrant tout ce que le vieil homme lui avait enseigné ces derniers jours, le jeune seigneur audacieusement attaqué par le Homais a été une nouvelle fois déjoué. Sir Ezan n'arrêtait pas de parler de l'alignement des éléments en parfaite harmonie et de l'essence de l'épée tout en démantelant calmement son élève dans un combat déséquilibré. Une parade parfaite a envoyé Lucian valser de l'autre côté de l'arène. Il a envisagé de sauter sur le vieil homme une fois de plus, mais la fatigue de se donner à fond sans arrêt l'avait finalement rattrapé. Alors qu'il essayait de reprendre son souffle, le maître épéiste a imprégné son épée d'entraînement de mana et a mis au défi son pauvre élève de se défendre du mieux qu'il pouvait. Cette fois, Sir Ezan voulait faire monter un peu les enjeux de leur petit combat. Lucian doit calculer la vitesse et la trajectoire de l'ennemi, puis répondre avec la force précise requise pour contrer. Manquant de temps pour décoder la consigne, le maître épéiste l'attaqua à une vitesse folle. Le jeune seigneur resta calme et se souvint des enseignements de son maître. Il doit être en harmonie avec la nature, tout comme l'eau qui coule. Grâce à cela, il pourrait peut-être combler la faille dans la posture d'un ennemi. Ensuite, il s'agit de minimiser l'énergie gaspillée pour exercer une puissance maximale. Il ne doit jamais se laisser submerger par le rythme, les yeux rivés vers l'avant. Les leçons qui ont été gravées dans son corps et son esprit ont finalement porté leurs fruits alors qu'il infuse du mana dans son épée de bois en un temps record. En rencontrant l'attaque dévastatrice de Sir Ezan au bon angle et au bon moment, il a réussi à parer l'épée qui visait sa tête. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à apprendre sérieusement la voie de l'épée, il ne se sentit pas impuissant. Le mana parfait du génie et la puissance sans effort du maître épéiste entrèrent en collision. Sir Ezan maintint le choc tout en évaluant le jeune seigneur. Ayant vu assez, il retira doucement son épée de bois, dissipant l'impact. Il décida que 100 était assez pour aujourd'hui et mit fin à la séance d'entraînement. Pour l'instant, Lucian doit graver la sensation qu'il a ressentie aujourd'hui au plus profond de son âme. S'il y parvient, il sera considéré comme un épéiste de première classe. Le jeune seigneur rit maladroitement. Les instructions de ce vieil homme sont plus faciles à dire qu'à faire. Oubliez l'idée de graver cette sensation dans son âme. Il ne sentait même plus ses jambes, ce qui le fit tomber lourdement. Complètement épuisé par un entraînement aussi intense, le jeune seigneur remercia son maître du fond du cœur. Autour d'eux, l'arène avait été partiellement démolie. Ces derniers temps, des ouvriers sont régulièrement appelés pour réparer les dégâts sur le terrain d'entraînement. Chaque fois que les ouvriers viennent, l'endroit semble de pire en pire. Il ne pouvait même pas imaginer quel genre d'entraînement le jeune seigneur subissait pour justifier un tel niveau de destruction. À peine sorti de son combat avec le maître épéiste, Lucian dut s'asseoir une minute pour se remettre de ce rythme infernal. Il était simplement reconnaissant d'avoir survécu à la séance d'aujourd'hui. Qui aurait cru que la méthode brutale du vieil homme finirait par effacer toute une vie de mauvaises habitudes accumulées à l'époque où il était mercenaire? Si être torturé dans l'arène chaque jour est le prix à payer pour le briser et le reconstruire, alors soit. La douleur ne fait qu'accélérer sa compréhension rapide des concepts. Plus il voit Sir Ezan, plus son admiration pour le maître épéiste grandit. Ce vieil homme crée constamment des crises adaptées au niveau de compétence actuel du jeune seigneur pour susciter une réaction parfaite, accompagnée d'instructions précises. Lucian est bien conscient que ce que fait Sir Ezan est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il a une lecture constante et précise du corps de son élève. Le simple fait de confier son corps pour qu'il soit modelé par ses enseignements peut apporter des progrès tangibles chaque jour. Jusqu'à présent, Lucian pensait que le secret d'une grande maîtrise de l'épée était un entraînement acharné et ininterrompu pour atteindre un niveau supérieur. Il n'avait jamais envisagé les concepts d'équilibre, de réserve de puissance et de fluidité comme il le fait maintenant. L'élément le plus important du processus était déjà en lui. S'il avait connu ces enseignements dans sa vie antérieure, les choses se seraient sûrement passées différemment. Lors de son dernier face-à-face avec le commandant en chef, son épée aurait pu s'approcher bien plus près de cet homme. Même maintenant, il se souvient encore des détails saisissants de sa mort et de sa défaite. En simulant un combat théorique dans son esprit, il ne se serait pas laissé faire sans se battre. Peut-être aurait-il même pu surprendre le commandant avec une compréhension plus complète de l'épée. La marque de son écrasante défaite reste dans la tête de Lucian. Maintenant qu'il a suffisamment récupéré, il sent qu'arrêter son entraînement ici serait un gâchis. S'il pouvait trouver un adversaire convenable à proximité, il pourrait peut-être évaluer ses progrès contre un rival plus approprié. Les dieux lui ont immédiatement donné ce qu'il cherchait. Son petit frère, Joshua Valdek, entra d'un pas décidé sur le terrain d'entraînement, suivi d'un serviteur. Ignorant Lucian, Joshua présenta ses respects à Sir Ezan. Ce garçon a eu le culot de se proclamer disciple du maître épéiste, sorti de nulle part. Le maître épéiste resta cordial et demanda pourquoi le quatrième jeune maître lui rendait une visite inattendue. Il insista poliment pour que Joshua revienne plus tard, car il était occupé par l'entraînement du jeune seigneur Lucian. Le serviteur de l'enfant impudent ne put empêcher son jeune maître de faire irruption et de voler la vedette. En d'autres termes, Joshua déclara que puisque son frère aîné s'était engagé dans l'entraînement, il était seulement venu l'aider à s'exercer en tant que jeune frère bien plus expérimenté avec l'épée. À en juger par le sourire insultant de ce petit con, il était clair qu'il racontait n'importe quoi. Néanmoins, Lucian était ravi. L'adversaire parfait venait d'arriver. Il peut enfin transmettre l'agonie qu'il a subie ces derniers jours. Le maître épéiste resta là, perplexe face à la demande soudaine du quatrième jeune maître. Comment ce gamin pourrait-il bien aider à l'entraînement de Lucian?
Joshua souhaite demander une séance de combat d'entraînement contre son frère pour évaluer leur maîtrise respective de l'application pratique de la circulation du mana. Son sourire paraissait innocent, mais n'importe qui avec un peu de jugeote pouvait voir qu'il complotait derrière ce rictus. Il a même prétendu qu'au vu du moment, ils n'avaient tout simplement pas le temps d'échanger en tant que frères. Si ce n'est à un moment où ils sont tous les deux disponibles, comme maintenant, il serait difficile de trouver une autre occasion. Joshua a reconnu que sa demande pouvait paraître impolie, mais il n'est qu'un petit frère qui veut se chamailler un peu avec son grand frère. Lucian put à peine retenir son rire en entendant la version de Joshua. Les descendants de cette maison étaient vraiment doués pour le beau parler. Entendre le garçon utiliser les échanges et les liens fraternels comme excuse était risible. Joshua est arrivé à l'improviste avec une vraie épée devant un frère aîné qui n'avait même pas eu une semaine complète de leçons formelles. C'était tellement éhonté et transparent que ça en devenait presque innocent, alors que son but était évidemment d'écraser un concurrent pour consolider sa propre position. En se cachant sous le prétexte d'aider son grand frère, il pense pouvoir s'immiscer. Si le maître épéiste observe, cela ajoutera du poids au combat et à sa conclusion. La réputation de Lucian s'était tellement dégradée qu'un blanc-bec à peine pubère essayait de le maîtriser. Le jeune seigneur connaît la position de Sirezan sur la bataille de succession. Joshua venait de mettre le vieil homme dans une position délicate. Pour éviter d'impliquer davantage son honorable maître, Lucian intervint pour accepter la proposition de son petit frère. Il a d'abord joué l'idiot et a loué le plus jeune de la famille pour son cœur si bon et admirable. Puis il a malicieusement démoli les affirmations de Joshua. Il ne peut pas simplement ignorer un comportement aussi pourri. Une telle éloquence absurde ne passerait jamais dans cette maison. Cela ne peut tout simplement pas être ignoré. Pour éduquer personnellement le bébé immature de la famille, Lucian est prêt à entrer dans l'arène. Cependant, aujourd'hui est le dernier jour où il tolérera de tels caprices d'enfant. Il ne pardonnerait jamais à ce garçon s'il mettait un jour son maître dans une position difficile plus longtemps. Le maître épéiste pouvait voir que son élève avait compris les véritables intentions de Joshua et avait décidé de briser ses conneries de front. En fin de compte, les liens du sang sont un lien qui ne peut être brisé. Sirezan donna sa bénédiction, laissant les frères régler ça entre eux. Cependant, ce sera la dernière fois que cela se produira. S'il jugeait le combat trop dangereux, il interviendrait pour l'arrêter immédiatement. Le 4e et le 3e jeune maître jurèrent de garder à l'esprit les règles du maître épéiste. Lucian ébouriffa la tête de Joshua d'un air menaçant et lui souhaita un merveilleux combat. Avec un rire forcé, le 4e jeune maître répondit avec une hostilité à peine voilée. Les deux combattants montèrent sur l'estrade, se faisant face, tandis que le maître épéiste arbitrait au milieu. Il rappela au garçon que ce combat n'avait pas pour but de se blesser, mais n'était qu'un entraînement pour confirmer ce qu'il avait appris. Lucian doit aborder le combat avec une attitude d'apprentissage, car c'est son premier combat d'entraînement formel. Joshua, d'un autre côté, doit assumer sa responsabilité en tant qu'aîné qui a emprunté la voie de l'épée le premier. Le vieil homme les implora de se battre sans déshonorer le nom de la maison Valdec. Pour signaler qu'il était prêt, les deux frères dégainèrent leurs lames. Agrippant les poignets de leurs épées respectives, les jeunes maîtres se regardèrent intensément. Joshua n'avait pas l'habitude que Lucian agisse comme un grand frère et se défende. Chaque fois qu'il insistait sur le fait qu'il était l'aîné, Joshua en prenait un coup au moral. Il ne supportait vraiment pas les quelques mois d'écart qui faisaient de ce type son grand frère. Au moins, le plus dur est fait. Il a réussi à s'imposer, et il pourra clouer le bec de Lucian à la fin du combat. Dans l'esprit de Joshua, il ne s'agit pas de savoir qui est né le premier. Il s'agit de savoir qui a vraiment le plus de talent. À ce stade, il cachait à peine son mépris et sa méchanceté. Il affichait des expressions qu'on ne ferait même pas à son pire ennemi. Concentrant toute son attention sur l'épée d'acier dans ses mains, Lucian se sentit parfaitement à l'aise avec la sensation froide et lourde qu'elle procurait. Cela faisait 2 mois et toute une vie qu'il n'avait pas manié une véritable arme. S'il était encore à l'époque où il était mercenaire, il aurait probablement utilisé toutes sortes de sales coups pour gagner contre un morveux de noble. Mais aujourd'hui, il se battra fièrement avec un style digne du 3e jeune seigneur de la famille Valdec. Si dans le feu de l'action, il lui arrivait d'utiliser une technique d'épée apprise dans sa vie antérieure, le vieil homme le remarquerait à coup sûr. Même si Joshua est un serpent sinistre et rusé, Lucian doit garder à l'esprit que ce petit n'est qu'un gamin naïf qui ne sait pas encore comment le monde fonctionne vraiment. Il voulait vraiment que ce combat reste convenable, par courtoisie de grand frère. Pourtant, Joshua a décidé de le provoquer, lui demandant où était passée sa confiance d'avant. Le 4e jeune maître a interprété ses regards furtifs comme de la peur. Il s'est dit qu'avec une vraie épée en main, la honte de la famille devait sentir la pression maintenant. Il a même mentionné que bien que des accidents graves se produisent souvent dans les combats à l'épée réelle, de tels incidents n'arrivent que lorsque les compétences des combattants sont à peu près égales. Le petit merdeux a suggéré qu'il pourrait donner un handicap à Lucian en repassant aux épées en bois. Mais ce ne sera pas nécessaire. Il voulait vraiment que tout ça reste convenable, mais on dirait que Joshua voulait vraiment connaître la vraie douleur. Pour un frère qui n'écoute pas, une bonne correction est le seul remède efficace. Une fois de plus, il a appelé le petit merdeux le Benjamin, en articulant chaque syllabe pour un maximum de dégâts mentaux. Facilement provoqué, Joshua transféra son poids sur le bas de son corps, prêt à attaquer. Il accéléra et tenta de réduire la distance avec des pas rapides et lourds. Son seul désir est de faire regretter ses paroles à Lucian par la violence pure.
Lucian resserra sa garde et anticipa l'attaque. Comme prévu, donner une leçon à son frère avec des restrictions auto-imposées ne sera pas facile. Après tout, Joshua avait aussi reçu les enseignements du maître épéiste. Ses bases et ses mouvements ne sont pas d'un niveau à prendre à la légère. De plus, Lucian se sent encore fatigué d'avoir épuisé la plupart de son mana lors du combat avec Sirezan plus tôt. Heureusement, le manque d'expérience flagrant de Joshua est indéniable. Il est tombé si facilement dans le piège de provocation aussi légère. Lucian se prépara et infusa le bas de son corps de mana. Il appliqua correctement les enseignements du maître épéiste sur la concentration simultanée de la puissance et de la circulation du mana. Avec seulement quelques mètres le séparant d'un petit frère en colère, une seule infusion de mana dans une jambe devrait suffire. Quand il a finalement fait un pas en avant, l'explosion de vitesse a produit un son assourdissant semblable à un coup de feu. En battant carrément Joshua dans une bataille de vitesse, Lucian s'empara de l'ouverture d'une fraction de seconde. Les yeux de Sirezan s'écarquillèrent avec une lueur d'inquiétude. Les serviteurs de Joshua en sont presque restés bouche bée. Dominant son petit frère, Lucian conseilla à Joshua de serrer les dents et de parer du mieux qu'il pouvait. S'il ne le faisait pas, cela pourrait lui coûter la langue. L'épée de Lucian décrivit un arc de cercle complet avec un élan imparable, tout en continuant à provoquer son petit frère.